Alors, on va commencer la dernière session plénière, la session de plénière de clôture de notre congrès. Je crois qu'on arrive tous un peu en bout de course parce que ça a été dense et riche et voilà, et on s'en réjouit et on vous remercie encore d'avoir répondu présent. Je voulais, comme c'est la dernière plénière, le RIOD et l'équipe d'organisation. Donc, je vais reciter Laura Aufrère, Evan Bertin, Anna Sophia, qui n'est pas encore là, Caroline, qui est là, Alexandre aussi. Voilà, je voulais les remercier parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Je le disais hier soir, tout en finesse en plus. Donc voilà, merci beaucoup. Je voulais remercier aussi l'Université Sorbonne Paris-Nord, notre université, donc, qui a accueilli le congrès du RIOD. Donc le RIOD remercie USPN, remercie aussi la structure fédérative sur les communs et remercie le CEPN et tout particulièrement l'équipe crise et transition qui est à l'initiative de la prise en charge et de l'organisation de ce colloque, de ce 17e colloque du RIOD. Alors, on a beaucoup... Merci Michel. Merci beaucoup. Vraiment, j'étais ravie et encore une fois émue de voir que ce thème des communs a réuni une telle communauté pluridisciplinaire. Je crois que c'est dans la pluridisciplinarité qu'Ostrom a construit son approche. Donc, c'est dans la pluridisciplinarité aussi qu'elle doit se poursuivre. Donc, on a beaucoup parler de communs, mais pas encore de communs numériques. Et ce qu'on a pensé intéressant à questionner, c'est de poser effectivement ce fait que les communs numériques, les logiciels libres, ils ont été pensés et promus comme un outil d'émancipation et d'émancipation de nos pratiques numériques, mais probablement on a oublié en chemin le coût écologique que ça représentait. Et plusieurs militants aujourd'hui du logiciel libre, et on y reviendra, alertent justement sur l'insuffisante prise en compte des enjeux écologiques par le mouvement du logiciel libre. Je crois que c'était en 2017 où Félix Tréguet et Gaël Trouvé sortaient un petit article ou une tribune sur le site Reporter. Cette tribune s'intitulait en 2017 déjà Le coût écologique d'Internet est trop lourd, il faut penser à un Internet low-tech. Et je cite un extrait de cette tribune qui me semble bien poser la table ronde. En dépit des apports d'un mouvement comme celui du logiciel libre à la réflexion sur les biens communs, et malgré les croisements anciens entre le mouvement hacker et certaines luttes écologistes, le combat pour une informatique émancipatrice échoue le plus souvent à expliciter le constat qui est aussi l'une de ses principales contradictions, les effroyables coûts écologiques et humains du numérique. Alors, on ne va pas faire le constat des coûts aujourd'hui, on va essayer plutôt de voir justement comment les communs numériques peuvent se saisir de cet enjeu qu'ils ont peut-être originellement oublié. Et pour se livrer à ce travail, on est vraiment très heureux d'accueillir dans notre table ronde plusieurs experts. On est entre nous, donc je vais m'adresser directement à la régie. Excusez-moi, Agnès Crépé, c'est normal qu'on ne la voit pas on la voit quand je la présente? Ok, super, merci. Non, parce que vous avez remarqué que c'était quand même une table ronde masculine, donc si en plus les participants féminins ne sont pas... Voilà, on voit Agnès. Donc, je vais commencer par vous, Agnès. Alors, vous êtes responsable de la longévité logicielle chez Fairphone, qui propose donc un smartphone éthique conçu pour durer et construit de manière responsable. Vous avez cofondé en France la société Ninja Squad, qui est une équipe de développeurs qui met un accent fort sur l'open source.
Vous êtes également co-leader de Duchesse France et cofondatrice de la conférence Mixit, qui œuvre pour plus de diversité et de prise de conscience éthique dans le monde de la tech. Donc merci Agnès d'être avec nous. Nous avons également Lionel Morel, qui est directeur adjoint scientifique à l'INSHS du CNRS, qui est en charge de la science ouverte et des maisons des sciences de l'homme. Lionel est juriste, bibliothécaire et anciennement, par manque de temps pour l'actuel, anciennement militant des communs de la connaissance au sein de diverses associations, dont la Quadrature du Net. Merci Lionel d'avoir pris de ton temps. Sébastien Broca, qui est enseignant-chercheur à l'université Paris 8, qui est un spécialiste reconnu du logiciel libre et qui a écrit son premier ouvrage. Je ne me souviens que de lui, sauf maintenant. Là, tu peux m'en dire le titre? Utopie du logiciel libre, merci, qui est à sa 2e édition. Donc, merci beaucoup, Sébastien, d'être là. Stéphane Crozat, je suis aussi ravie de ta présence, Stéphane. Donc, Stéphane est enseignant-chercheur à l'UTC, l'Université technologique de Compiègne, et militant Framasoft, ou en tout cas, voilà, militant Framasoft, et c'est aux 2 titres que tu es là aujourd'hui, Framasoft et ton travail d'enseignant-chercheur. Et enfin, Sébastien Schuss, qui est doctorant, qui a soutenu sa thèse sur les... Il y a eu trop d'infos à la fois. J'ai fait une erreur, j'ai dit doctorant au lieu de docteur, c'est ça? Mes plates excuses, docteur. Et l'autre, ce que vous me signalez, c'était quoi d'autre? C'était tout. OK. Ça va. Donc voilà. Et actuellement, Sébastien, tu es postdoc à l'UTC. Voilà. Je laisserai compléter vos présentations si vous le jugez utile. Voilà. Je voulais commencer avec vous en vous posant cette question, c'est comment finalement l'approche open source et le logiciel libre, par rapport au constat que je viens de résumer un petit peu, finalement comment elle permet aujourd'hui d'intégrer les enjeux écologiques et de soutenabilité dans le numérique. Et Sébastien S, si tu veux bien peut-être commencer à nous donnant peut-être quelques éléments de cadrage, puisque c'est ton travail actuel de poser des éléments de contexte sur justement la manière dont les communs peuvent s'inscrire dans les enjeux de transition. Ouais, merci beaucoup Corinne. Je suis d'autant plus ravi d'être ici qu'on organise la semaine prochaine, vendredi 25 novembre, une journée d'études spécialement dédiée à la manière dont les communs numériques sont mis au service de la transition écologique. Donc c'était vraiment un thème qui me tient à cœur. Donc évidemment, le mouvement des communs numériques, comme tu l'as rappelé, comme tout le milieu du numérique, s'est inscrit dans une idéologie, ou en tout cas dans une culture de l'illimité, du virtuel, de l'immatériel. Et on assiste depuis une dizaine d'années à une forme d'écologisation du numérique, pas seulement des communs numériques, mais du numérique, où il y a une prise en compte des enjeux écologiques par les acteurs du numérique et les législateurs. Et donc, la manière dont ça s'intègre, moi j'ai vu 3 formes d'articulation entre communs numériques et écologie. Alors la première vient du mouvement du logiciel libre. Vous avez par exemple des acteurs comme Fairphone, Agnès va nous en parler à l'instant, ou des acteurs comme Common, qui soutiennent que le logiciel libre, ça c'est la promesse, le logiciel libre, de par le fait que le code soit ouvert, permet une augmentation de la durée de vie des terminaux qui sont responsables pour 85% de la pollution du numérique. Et c'est un argument qui est repris par la Commission européenne, qui est aussi repris par le Shift Project dans son rapport sur la sobriété. Et donc, c'est la promesse que le code ouvert permettra d'augmenter la durée de vie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisqu'Agnès va en parler. La deuxième articulation qui est faite, c'est avec le mouvement des plateformes coopératives. Donc, le mouvement des plateformes coopératives apparaît aux États-Unis en 2015, principalement comme une critique du capitalisme de plateforme et une critique notamment du fait que le capitalisme de plateforme extrait la valeur
et exploitent le travail des travailleurs de plateforme. Et cette critique est complétée par des enjeux écologiques. Et vous avez un ensemble de plateformes, comme par exemple Mobicop en France, ou CopCycle, qui intègrent à leur logique des questions environnementales. Et il y a deux promesses. Pourquoi le modèle des communs numériques permet aux plateformes coopératives de prendre en compte les enjeux écologiques. La première, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une dégénérescence capitaliste quand elle prend en charge l'économie collaborative. Donc l'économie collaborative, c'est une économie basée sur le partage de biens et de services, qui principalement, théoriquement, peut être une économie de mutualisation et donc de réduction de la consommation. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a une dégénérescence capitaliste puisqu'elle est reprise par des logiques capitalistes qui augmentent en fait la consommation et la production. Donc leur logique, c'est qu'en tant que coopérative, dont le but n'est pas la maximisation des profits, le but ne sera pas non plus d'augmenter la consommation et donc la production. Et la deuxième promesse, c'est celle d'avoir une gouvernance partagée. Ça, c'est une promesse qui est notamment portée par Mobicop, pour être dans une logique de complémentarité avec d'autres services plutôt qu'en compétition. Si je prends l'exemple de Mobicop, qui est une plateforme de covoiturage, elle critique Blablacar, puisque Blablacar fait du covoiturage, donc a priori, théoriquement, ça réduit le nombre de voitures en circulation, à part que Blablacar rentre en concurrence, notamment avec des acteurs du ferroviaire, et donc d'autres acteurs de la mobilité décarbonée. Et un des principes du commun, c'est celui de la gouvernance ouverte. Et donc, le principe de Mobicop, c'est de dire si jamais on intègre dans notre gouvernance des acteurs publics qui sont responsables des transports collectifs et on intègre aussi des acteurs du ferroviaire, on fera une offre complémentaire de mobilité décarbonée et qui ne soit pas en compétition. Voilà, ça, c'est la promesse. La troisième articulation, c'est celle du mouvement des makers, qui apparaît, qui a une longue histoire du do-it-yourself, mais qui émerge vraiment de manière un peu plus franche dans les années 2000, où là, donc c'est des formes de fabrication distribuée. Et là, la promesse est la suivante, c'est de collaborer pour construire globalement des ressources et des modèles 3D, qu'ensuite des acteurs de terrain au niveau local, dans des makerspaces, dans des Fab Labs, vont pouvoir fabriquer avec des matériaux, donc ça c'est la promesse, biosourcés, recyclés, etc. Et puis au plus près des besoins d'un territoire. Donc il y a un réencastrement en fait de la production au plus près des besoins d'un territoire, et donc qui s'extrait en fait de la logique de production industrielle qui est critiquée ici. Et donc voilà, il y a trois formes d'articulation que j'ai vues, puis il y en a sûrement d'autres, qui est celle de la sobriété, de la mutualisation et de la relocalisation. Je vais juste terminer en pointant deux paradoxes. Donc ça, pour l'instant, ça reste une économie de la promesse. Il y a des acteurs qui se mettent en œuvre, il y a des entreprises, il y a des acteurs publics qui essayent de soutenir. Mais il y a deux paradoxes. Le premier, je pense que c'est important de le dire, c'est que l'articulation entre écologie et numérique ne va pas du tout de soi. D'une part, parce qu'il y a des critiques de plus en plus fortes sur la pollution qui est liée au numérique. Et il y a des gens, par exemple les auteurs du livre contre l'alternumérisme, qui disent qu'il faut stopper toute activité numérique, puisque de toute façon, elle est polluante. Et cette articulation, elle est compliquée aussi d'un point de vue sociologique, puisque, comme je l'ai dit, le monde du numérique, c'est un monde qui a des pratiques et une culture de l'illimité et de l'immatériel, alors que celui du monde écologiste, c'est plutôt l'inverse. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment on articule des pratiques, des cultures, des dispositifs aussi différents, et ça va créer des difficultés, évidemment. Le deuxième paradoxe, c'est la différence entre leurs promesses et leurs forces. La promesse de ces trois mouvements, donc logiciel libre, plateforme coopérative et makers, ils portent en eux une promesse anticapitaliste, et de dire que la production est polluante dans le monde numérique puisque elle est prise et enchâssée dans une logique capitaliste. Et donc leur perspective, c'est de sortir du capitalisme, de faire une économie post-capitaliste. Et le paradoxe, c'est qu'ils sont largement dominés, à la fois dans le champ économique par les acteurs du capitalisme numérique et également dans le champ politique et étatique, c'est-à-dire qu'ils ne captent pas les ressources et la puissance de l'État. On pourrait y revenir plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Je vais donner la parole à Agnès pour justement peut-être illustrer
euh, au travers de Fairphone la piste de la longévité logicielle et nous rappeler aussi que le numérique, comme l'a écrit dans un de ses billets Lionel, est extrêmement matériel et que justement, il faut réinscrire nos pratiques numériques. À partir du moment où on réinscrit nos pratiques numériques dans toute la chaîne de valeur et toute la chaîne digitale, on se rend compte des difficultés que ça pose. Et je pense que le travail de Fairphone illustre à la fois les difficultés et les manières d'y apporter des réponses. Agnès. Oui, donc pour illustrer un petit peu ce que vous venez de dire, on a, chez Fairphone 4 différents angles d'attaque. Donc le premier, c'est de montrer que derrière la chaîne d'approvisionnement, il y a des exactions sociales. Donc on veut faire en sorte que les gens on parle beaucoup d'environnement en ce moment, du environnemental du numérique, mais pas beaucoup du coût social. Donc faut savoir que Fairphone est vraiment né de là, hein, de la mise, en lumière de tous les problèmes sociaux, notamment loin de chez nous, qui peuvent arriver à cause du numérique et de l'électronique en particulier. Fairphone est né par une campagne contre les minerais dits de sang ou les minerais de conflit, le tantal, l'or, le tungstène et le tantalum. Donc on a un travail là-dessus pour faire en sorte que les personnes qui travaillent dans les mines soient mieux considérées, mieux payées des conflits armés générés par l'exploitation minière. On a aussi le pendant au niveau des usines d'assemblage des composants, plutôt en Chine. Il faut savoir qu'il y a 90% environ de la chaîne de valeur de l'assemblage qui se passe en Chine encore. Et on a effectivement ce travail sur la longévité des produits, longévité matérielle et logicielle. Moi, ça, c'est mon job chez Fairphone. Moi, j'ai un background en ingénierie logicielle et j'ai une équipe d'ingénieurs où on fait que ça. Notre boulot, c'est de faire en sorte que les produits qu'on propose soient durables et aussi d'un point de vue logiciel. Le logiciel, c'est tout le temps un peu l'enfant pauvre de la longévité. Quand vous démontez un Fairphone, quand vous voyez un Fairphone, vous voyez qu'il est vite démontable, que vous pouvez facilement enlever la batterie, changer l'écran vous-même, etc. Mais le logiciel, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Et pourtant, c'est une des raisons pour lesquelles les gens arrêtent d'utiliser leur matériel parce que le logiciel ne fonctionne plus, parce qu'il est plus à jour. Si jamais votre application préférée ne se lance plus, bah, vous n'allez plus utiliser votre téléphone. Donc, on a un fort travail là-dessus. J'en parlerai juste après un peu plus. Et on a aussi un travail sur la fin de chaîne, donc la fin de vie du téléphone. Donc, on veut faire en sorte d'avoir des téléphones qui soient plus facilement recyclables. Mais on a aussi toute une action de récupération des téléphones pour faire en sorte qu'on puisse les recycler ou s'en resservir. Donc, typiquement, on a des campagnes qui incitent les gens à recycler leur appareil, à nous les envoyer. On regarde ce qu'on peut en faire, grosso modo, si on peut les réutiliser, hein, ou réinvestir certains composants dans la chaîne de construction du téléphone. Il faut savoir qu'il y a un des derniers rapports de W3E indiquait qu'il y avait plus de 5 milliards de téléphones qui allaient finir qui n'allaient plus être utilisés, qui allaient être au mieux recyclés, au plus mal finir dans vos poubelles en 2022. Donc 5 milliards de téléphones, ce qui est beaucoup. Donc ça, c'est les différents angles d'attaque de Fairphone. Alors sur la longévité logicielle, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye de faire des mises à jour logicielles sur la stack Android. On a un téléphone Android, ce qui représente la stack principale des téléphones aujourd'hui. Et la durabilité normalement logicielle de ces téléphones, c'est plutôt 2 à 3 ans. Et nous, on essaye de pousser la barre à 5, 6, 7 ans. Sur le Fairphone 2, on va atteindre les 7 ans là en décembre. Donc on est plutôt content, mais notre objectif, c'est pas de faire un téléphone mieux que les autres en disant chouette, c'est cool, on va en vendre plus. Nous, ce qu'on veut, c'est de montrer que bah, c'est possible, d'être un peu le poil à gratter de l'industrie et pour pousser les autres acteurs, les autres fabricants à agir de manière plus responsable et à faire des choses qui durent, comme on a des machines à laver qui durent, comme vous aviez votre Nokia 3310 il y a 15 ans qui durait. Bah, pourquoi pas faire ça aujourd'hui avec les smartphones? Donc notre approche, c'est d'arriver à bouger un peu les monopoles autour du logiciel. Donc dans la stack Android, c'est principalement le constructeur de la puce, parce que la puce régit beaucoup de choses dans votre téléphone, et le fabricant d'Android, qui est Google. Donc on essaye de faire bouger un peu les murs pour que ces deux monopoles actent vers plus de longévité. Et finalement, avec une équipe de 5 ou 6 ingénieurs, parce qu'en fait, c'est la taille de mon équipe aujourd'hui chez Fairphone, celles et ceux qui s'occupent de la longévité, on y arrive quoi. Donc pourquoi pas d'autres y arriveraient pas.
Et sur la partie chaîne d'approvisionnement, donc ce qu'on fait, c'est donc la partie sourcing de matériaux, de minerais. Donc on open source aussi tout ça, pour que les gens, les autres fabricants, non seulement des téléphones, mais aussi, de n'importe quelle, industrie électronique, puissent se réapproprier la chaîne d'approvisionnement. Donc si on travaille pendant 3 ans pour arriver, à ce que à ce qu'on puisse avoir une filiale de cobalt équitable, typiquement, c'est le dernier truc sur lequel on bosse en ce moment. On a beaucoup bossé le cobalt. Et ben, on veut que d'autres puissent se réapproprier ces filiales, en question. Donc si vous allez sur le site de Fairphone, vous tapez, sourcing materials et vous allez tomber sur notre, mapping de sourcing. Donc, vous savez d'où viennent, les différents minerais qu'on incorpore dans nos composants et vous avez même le fabricant du composant. Parce que la grosse difficulté dans l'industrie, numérique aujourd'hui, c'est l'opacité de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a à peu près une vision sur la première couche. On achète un logiciel, on achète un device, on sait d'où il vient, mais derrière, c'est très compliqué, même pour le fabricant. Donc, on pense que arriver vers une transparence de cette chaîne d'approvisionnement, bah, ça peut aller aussi vers quelque chose de plus de meilleur pour l'intégralité de l'industrie. Donc, si Fairphone open source sa chaîne d'approvisionnement, bah, peut-être que d'autres vont l'utiliser. Ça va inciter aussi peut-être d'autres fabricants à faire la même chose. Typiquement, c'est ce qu'on pousse au niveau européen. Il y a beaucoup de directives qui arrivent en ce moment sur l'éco-conception. On a l'index de réparabilité, de durabilité en France. Mais c'est bien. Moi, je ne suis pas du tout contre. Je dis même au contraire que c'est plutôt un bon signe par rapport au reste du monde. Mais on pousse vers plus de transparence, en fait. On aimerait que les analyses du cycle de vie, j'ai pas le temps d'en parler, mais si vous avez des questions, je pourrais le faire, que le sourcing de tous les matériaux soit publié, en fait, sur les sites des constructeurs, pour plus de transparence. À la fois sur la partie environnementale, mais aussi sur la partie sociétale. Donc c'est 2 aspects sur lesquels, pour nous, les 2 aspects sont liés, quoi. Il ne fait pas sens de parler de problématiques environnementales si on ne parle pas des problématiques sociétales. C'est en ce sens qu'on présente d'ailleurs le projet Fairphone comme un projet, qui rejoint une approche décoloniale, parce on prend en compte, en fait, la situation, des pays des Suds et l'industrie électronique repose encore, beaucoup trop aujourd'hui sur l'exploitation des gens, qui travaillent dans cette industrie électronique et qui sont, loin de nous, donc notamment dans les pays du Sud. Voilà, j'essaie d'être Mais courte, hein, j'avais 8 minutes, merci, donc je pense avoir merci beaucoup, Agnès. Une des autres pistes, Sébastien, que tu soulevais, c'est la piste des plateformes coopératives. Alors, il s'avère qu'on a mené un projet de recherche sur les plateformes qu'on a appelées substantives, mais qui étaient sous statut coopératif. Plusieurs personnes qui sont là y ont participé, Sébastien, Benjamin, Laura et Lionel Morel. Et Lionel, tu peux peut-être nous en parler? Oui, je peux en dire quelques mots qui vont prolonger ce que Sébastien a pu dire tout à l'heure. Donc, c'était un projet qui s'appelait TAPAS, un acronyme qui voulait dire There are platforms as alternatives, et qui visait à étudier des plateformes que nous avions repérées comme étant des alternatives potentielles aux grandes plateformes dominantes du modèle, on va dire, de l'ubérisation, type Uber, Deliveroo, Airbnb, et qui avait des plateformes qui avaient la particularité, en fait, d'être au croisement entre la logique des communs numériques et du logiciel libre et de l'ESS, et notamment du mouvement coopératif. Et donc dans cet échantillon, on avait pris Mobicoop, par exemple, Coop Cycle, Coop Circuit, France Barter, Les Oiseaux de Passage, Framasoft également, ou des plateformes culturelles comme SoTicket ou Tank, qui interviennent soit dans le domaine de la mobilité partagée, dans le domaine du tourisme et du logement partagé également, et d'autres. Et alors, si vous voulez, pour aller peut-être un peu plus loin que ce que Sébastien a dit, on a constaté assez rapidement que ces plateformes, effectivement, à la différence des grandes plateformes dominantes, avaient une préoccupation en général environnementale qui pouvait être plus ou moins marquée. Ça pouvait être le cœur même de leurs préoccupations, comme chez Mobicoop, par exemple. Mais toutes, si vous voulez, même celles qui n'étaient pas directement
on va dire, a priori concernés par ces sujets, manifestaient une préoccupation environnementale. Et on s'est un peu demandé pourquoi, en fait, ces plateformes-là, quelles étaient les caractéristiques qui faisaient qu'elles avaient ce type de préoccupation. Alors, pour essayer d'élucider pourquoi elles ont ce type de préoccupation, on ne s'est pas arrêté uniquement à l'appareillage théorique, on va dire, des notions comme le coopérativisme de plateforme, hein, que Trebor Scholz ou Nathan Schneider avaient développé. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas uniquement leur nature coopérative qui nous paraissait être à l'origine de cette préoccupation. Si vous voulez, il n'y a rien en soi, si vous voulez, qui vous garantit qu'une coopérative va avoir une préoccupation écologique. Hein. On peut citer l'exemple, je sais pas moi, du Crédit Agricole, vous voyez, qui est une banque coopérative dont on a souvent épinglé, qui détiennent des actifs tout à fait toxiques. Hein, voilà, c'est pas en soi parce que vous êtes une coopérative que vous avez ce type de préoccupation. C'était pas non plus en soi, à notre sens, le fait que leur lien avec les communs numériques qui garantissait aussi cette préoccupation. J'ai envie de dire, un logiciel libre, si vous le prenez dans sa pure expression, il est complètement agnostique du point de vue écologique. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir un SUV dont l'électronique tourne entièrement sous Linux, dont le GPS utilise des données d'OpenStreetMap. Vous pouvez, je prends un autre exemple, hein, vous pouvez, les assistants vocaux de Google et d'Amazon en fait, sont directement branchés sur Wikipédia. Vous voyez, bon, il n'y a aucune corrélation en direct et je dirais automatique entre le fait que vous ayez un logiciel libre ou même un commun numérique et une préoccupation environnementale. Donc il a fallu creuser un petit peu plus, si vous voulez, et on s'est rendu compte en fait que c'est davantage le croisement en fait de la logique entre les communs numériques et la dimension coopérative. Hein, bien sûr, la limitation de la lucrativité est importante, qui faisait en fait que notamment ce type d'acteurs prennent en compte des finalités d'intérêt général en dehors de la préoccupation, on va dire, de dégager, d'avoir une rentabilité économique, qui leur permettait d'avoir ce type de positionnement très particulier. Et pour aller au-delà, en fait, on a plutôt que de parler de plateformes coopératives, on s'est plutôt tourné vers un auteur qui s'appelle Karl Polanyi, qui est connu à travers son livre, vous savez, La Grande Transformation, qui a décrit la manière dont la révolution industrielle a permis un désencastrement du marché et de l'économie par rapport à la société. Et on s'est tourné vers son concept d'économie substantive, qu'il oppose à l'économie formelle. Pour lui, l'économie formelle, c'est celle qui est obligée à une rationalité calculatoire, qui est uniquement dans la maximisation du profit, au profit d'une économie substantive qui prend en compte le lien des humains entre eux et à la nature, et qui part de cette dépendance structurelle des humains pour réintégrer dans l'économie la préoccupation de préserver ces liens. Et c'est ça qui nous a paru particulièrement important dans le fonctionnement des plateformes alternatives. Et alors, ces plateformes, elles étaient alternatives, pas au sens où c'était de simples clones coopératifs d'Airbnb ou de Deliveroo, mais parce qu'elles sont capables aussi de se positionner autrement, de modifier le contenu même des services qu'elles proposent. Et dans le fait aussi qu'elles aient cette préoccupation écologique, on a constaté qu'elles souhaitaient cultiver un lien au territoire et une inscription dans les territoires concrets, qui est un peu l'inverse de ce que font une plateforme numérique habituellement. Vous savez, une plateforme numérique, moi, ça me fait toujours penser à l'image des soucoupes volantes qui planent au-dessus du sol, qui cherchent au contraire à avoir le moins de liens possible avec le sol, alors que ces plateformes-là cherchent des liens avec les territoires et d'une manière tout à fait concrète, notamment des liens avec les collectivités territoriales. C'est Sébastien citait le cas de Mobicoop, c'est flagrant chez eux, ou de Coop Cycle, et ça joue aussi sur leur forme, la forme qu'ils prennent, en privilégiant un statut, c'est pas systématique, hein, mais avec une appétence pour un statut type de SIC, hein, vous savez, un type particulier de coopérative, qui permet une participation théoriquement des acteurs publics au capital et donc à la gouvernance directement de ces plateformes. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de vertu intrinsèque, on va dire,
ni des communs numériques, ni de l'économie sociale et solidaire, ni d'aucun élément. Il y a un croisement, par contre, de conditions très particulières qui, dans certains contextes, permettent aux acteurs engagés dans ces démarches en fait, de prendre en compte des préoccupations type environnementales. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en lumière. Merci, Lionel. Alors, comme tu le disais, il n'y a pas de lien naturel entre coopérative ou commun et prise en compte de finalités écologiques, tout comme parfois on peut imaginer à tort, c'est parfois à tort, que logiciel libre, ça veut dire low-tech. Bon, pas forcément. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous éclairer sur la low-tech ? Ouais, je vais repartir de ce que Sébastien a dit sur le paradoxe en quelque sorte entre parler de low-tech et de numérique. Alors on a géré ce paradoxe comme on peut donc à l'UTC en utilisant le terme de low-technicisation. Alors outre que c'est plus compliqué à prononcer, l'idée est effectivement de partir du constat que déjà parler de numérique et de low-tech en soi effectivement c'est paradoxal, il y a une sorte d'antinomie à la construction puisque le numérique est quelque chose comme en haut de la pyramide technologique. Néanmoins, l'idée est qu'on peut peut-être, en tout cas on va essayer là à l'UTC, comme ça se fait à d'autres endroits, de faire évoluer en partie nos formations d'ingénieurs pour voir si on peut faire évoluer les méthodes et rediriger en quelque sorte les méthodes de conception vers moins de développement high-tech. Je vais le dire comme ça pour le moment. Alors peut-être pour le positionner d'emblée, on a caractérisé comme technosolutionniste la façon de fonctionner, pour faire simple, que l'on a jusque-là. Encore une fois, il y a plein de nuances, mais j'ai oublié de mettre mon chrono en plus. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, le temps ne nous permettra pas là, donc je ne les donne pas, mais ça m'arrange en plus. Et donc, pour illustrer ça, il y a un outil qu'on aime bien utiliser, c'est les 4 scénarios que l'ADEME a proposés, donc qui s'appelle Transition 2050. Scénario donc S1, S2, S3, S4. Et dans chacun de ces scénarios, on arrive hypothétiquement, bien entendu, à la neutralité carbone. Donc, ça ne concerne que le carbone, hein, mais c'est intéressant pour réfléchir. Ça concerne, avec ces 4 scénarios, on arrive à la neutralité carbone en 2050. Ils sont là. Alors, du coup, sur les scénarios S3, S4, en fait, on est dans des scénarios qu'on appelle technosolutionnistes ou on peut appeler aussi business as usual, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on va y arriver, mais en conservant, vous voyez dans S3, le mot de croissance est tout en haut dans la liste. C'est moi qui ai refait ces documents à partir de leurs documents originaux, mais je ne pense vraiment pas les avoir travestis. Et dans S4, vous trouvez des choses comme la réparation des écosystèmes, c'est-à-dire une idéologie du progrès prométhéenne assez classique. En face d'un problème, eh bien, il suffit de trouver des solutions. Alors, à l'inverse, donc, le scénario S4 s'appelle Pari réparateur. Hein, donc, vous voyez, l'idée, c'est que ça marche, mais ça marche à condition qu'on gagne le pari, évidemment, sinon ça ne marche pas. Alors, le pari est quand même assez fort. Et donc, l'idée est de dire que on va essayer de jouer sur d'autres façons de faire. Donc, effectivement, prendre typiquement le scénario S1. Et je ne vais pas tarder à faire le lien avec les communs. Si on regarde les éléments qui sont mis en avant dans le scénario S1, on trouve des choses comme recherche de sens. Parfois, on parle de revenir à des besoins essentiels ou de discuter des usages nécessaires, etc. Mais si on réfléchit un petit peu, en fait, et qu'on se met là, par exemple, tous autour de la table, un peu plus de 8 minutes, et qu'on discute ensemble, en vrai, on ne va pas vraiment tomber d'accord sur nos besoins nécessaires, sur les fondamentaux, une fois qu'on aura enlevé manger, dormir, boire. On va commencer à discuter de choses qui ne seront pas évidentes. Donc pour moi, il y a un premier point, c'est que si on n'est pas dans la fuite en avant, eh bien, il va falloir des espaces pour qu'on puisse discuter, négocier ensemble justement ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Donc si on fait de la low technicisation, à un moment, qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on fait différemment? De quoi on accepte de se priver? Si par exemple on fait des voitures plus légères, moi, je ne suis pas dans le domaine du numérique, mais ou si on fait des téléphones, effectivement, si on arrête la fuite en avant des téléphones, on parlait tout à l'heure du Nokia, à quel moment on s'arrête? Est-ce qu'on a juste besoin de téléphoner? On veut quand même un GPS? Est-ce qu'on veut quand même, etc., etc. En tout cas, il y a besoin d'un espace pour discuter ça et faire vivre des alternatives. Pour moi, c'est un des premiers enjeux
d'un espace de commun par rapport à ça, puisque si évidemment on a uniquement des entreprises capitalistes qui fonctionnent, eh bien qui ont la main là-dessus, elles vont pas se poser ces questions et pas poser l'ensemble des alternatives. Deuxième point, on le retrouve aussi dans la liste, il y a écrit frugalité contrainte, donc ce serait une autre piste à un moment, c'est que ce soit en quelque sorte décision étatique, plus ou moins démocratique, mais en tout cas une décision étatique qui nous dise de quoi on a besoin. Donc si on a envie d'éviter aussi un petit peu ça, eh bien, il faudrait qu'on puisse se fixer nos contraintes nous-mêmes. Alors, voilà, on pourrait discuter de tout ça beaucoup plus longuement, mais donc je ne vais pas le faire. Peut-être juste, ce qu'on peut illustrer peut-être là, c'est que d'une certaine façon, si on décide d'interrompre ou en parallèle peut-être d'une approche technosolutionniste, de mettre en place des approches donc, de type low technicisation, eh bien, ça suppose un changement assez fort de paradigme, on pourrait dire. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, il y a des choses comme, encore une fois, le capitalisme, dans le domaine du numérique, le capitalisme de surveillance, la concurrence, ça a été évoqué par Agnès juste avant. Tout ça, c'est des trucs sur lesquels on ne va plus pouvoir se baser. Donc, il va en falloir d'autres. Alors, du coup, et je termine là-dessus, sur les concepts qui peuvent être ouverts dans le domaine des communs, on va trouver, par exemple, la notion de transparence. À un moment, effectivement, le fait de faire des choix, de les publier, de façon extrêmement explicite, le plus explicite possible, c'est une façon de confronter, d'ouvrir à la réfutabilité, à la discussion, au débat, donc éventuellement aussi de pouvoir se tromper. C'est aussi évidemment la mise en commun et l'entraide. Là, on peut faire référence peut-être à Pablo Servigne qui a écrit ce livre qui s'appelait L'entraide, l'autre loi de la jungle. Donc à un moment en situation de crise, eh bien, le fait d'avoir ces espaces dans lesquels on travaille ensemble, du coup sur des objets communs, donc en termes de logiciels, ce n'est pas simplement utiliser les mêmes, mais c'est aussi avoir la possibilité de les faire évoluer, encore une fois, selon différents axes. Et puis, peut-être aussi, du coup, la culture libre d'une façon générale. Encore une fois, Lionel l'a bien dit, c'est absolument pas une condition suffisante à ce dont on est en train de parler là. En revanche, je pense que c'est une condition nécessaire, et en particulier, encore une fois, pour faire vivre des alternatives. C'est-à-dire qu'à un moment, typiquement, on le retrouve aujourd'hui avec, par exemple, les systèmes d'exploitation. Ça a été cité pour Android, mais le fait de ne pas être capable de disposer d'un grand nombre de versions et de pouvoir faire les choses de façon beaucoup plus aisée entre l'interface et le logiciel et le matériel, à mon avis, c'est une barrière technique assez importante. Et du coup, la domination d'un acteur, ou de deux acteurs en l'occurrence, dans ce domaine, je pense, est tout à fait une cause importante à l'origine de ça. Merci Stéphane. Alors justement, tu disais que le logiciel libre, c'est peut-être une condition nécessaire mais pas suffisante. Dans l'histoire du logiciel libre, je suis sur la bonne piste, Sébastien, parce qu'on s'est pas complètement calé. Dans l'histoire du logiciel libre, donc quand est-ce qu'interviennent cette prise de préoccupation qui de toute évidence n'est pas là au départ? Bien, merci beaucoup Corinne. Effectivement, je vais vous parler de ça et ça me permet de rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites par les intervenants précédents. Sébastien, l'autre Seb, parlait d'une culture de l'illimité et de l'immatériel dans les communs numériques historiquement. Je serais assez d'accord avec cette formulation. Lionel évoquait un logiciel libre qui serait agnostique du point de vue écologique. Si j'étais un peu provocateur, je dirais même que c'est pire que ça. Je pense qu'il y a à la base une sorte d'imaginaire anti-écologique. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et puis aussi pourquoi ça a peut-être changé. Il me semble que donc à la base, dans le mouvement des communs numériques, tel qu'il se développe dans les années 90 et 2000, il y a beaucoup cette reprise d'une idée qui est en fait une idée assez mainstream, d'une séparation entre le monde matériel et le monde informationnel. Ça, c'est une idée qu'on trouve dans la cybernétique de Norbert Wiener dans l'après-guerre, qu'on trouve chez les théoriciens de la société post-industrielle des années 70, comme Daniel Bell, qu'on trouve chez les futurologues, comme Alvin Toffler, et puis ensuite, dans les années 90, quand l'Internet se diffuse, chez des théoriciens du numérique, on va dire, ou du nouvel âge digital, comme Nicolas Negroponte. Je ne sais pas si vous situez, c'était un ponte du MIT qui a écrit un bouquin dans les années 90 où il mettait en valeur le passage du monde des atomes vers le monde des bits. BITS. Et donc l'idée, c'était de dire, chez tous ces auteurs, on a cette idée que l'information, fondamentalement, est un moyen de dépasser la rareté et la pénurie.
Pourquoi ? Parce que l'information, c'est une ressource non rivale, elle ne s'épuise pas dans son utilisation, parce que aussi les technologies numériques permettent la reproduction et la diffusion de l'information à un coût marginal presque nul. Donc on a vraiment, pour moi, historiquement, Internet et l'informatique, les technologies numériques en général, ont vraiment été déployées sur la base de cet imaginaire progressiste, on pourrait dire, avec une sorte de fascination pour les propriétés de l'information et cette idée que finalement les technologies vont nous permettre, les technologies numériques ou l'information, vont nous permettre de transcender les limites matérielles à la croissance. Et alors, là où j'en viens au commun, c'est qu'à mon avis, cette thématique, elle a été largement reprise, à l'origine en tout cas, par les défenseurs des communs numériques, et elle a eu une importance stratégique. Alors ça, bon, on le voit des années 80, il y aurait des textes assez marrants à les retrouver de Richard Stallman, où il dit un programme informatique, c'est un sandwich infini qui ne s'épuise pas, etc. C'est fantastique, et c'est pour ça que le logiciel propriétaire, c'est absurde. C'est comme si vous aviez un sandwich infini et que vous refusez de nourrir le monde entier avec votre sandwich infini. Et puis après, donc évidemment, quand les communs numériques commencent à se mobiliser contre l'extension des droits de propriété intellectuelle, contre ce qu'on a appelé le second mouvement des enclosures, il y a cette idée qui est vraiment en fait, au cœur de l'argumentation des opposants à ce second mouvement des enclosures, que les systèmes de régulation qu'on met en place dans le monde physique, où finalement la propriété peut se justifier, ne sont pas adéquates dans le monde informationnel ou dans le monde numérique, parce que fondamentalement, ces deux mondes sont distincts et ne communiquent pas. Il y a aussi cette idée qui a été beaucoup employée, notamment lors des combats contre Adopi et d'autres, l'idée que dans le monde numérique, il n'y a pas de vol. Vous ne pouvez pas voler une ressource, un fichier informatique qui peut être dupliqué parce que vous n'en privez personne, en fait. Donc, vraiment, il y a eu une importance stratégique, à mon avis, de cette séparation entre monde matériel et monde informationnel qui a permis aux défenseurs des communs de mettre en évidence une certaine absurdité du renforcement des droits de propriété intellectuelle en disant finalement ce renforcement il est absurde parce qu'en renforçant la propriété intellectuelle on méconnaît cette différence fondamentale, presque ontologique, entre l'information et la matière. Donc il faut vraiment comprendre que l'économie numérique, l'économie de l'information ne fonctionne pas comme une économie de la rareté. Donc finalement, les communs numériques, ils sont construits sur cette idée d'une abondance informationnelle, on pourrait dire, qu'il faudrait préserver, et cette idée que du coup, la propriété intellectuelle serait artificielle parce qu'elle nous empêcherait de récolter tous les fruits de cette abondance. Alors pourquoi cet argument, quand même, il a montré, à mon avis, ses limites, cet argument de l'abondance informationnelle parce que on pourrait dire déjà qu'il a un peu occulté le fait que les régimes juridiques ne sont pas simplement, la question, ce n'est pas les propriétés intrinsèques des biens. En fait, un régime juridique, c'est toujours l'effet d'un rapport de force, d'institution, etc. Bon, ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais surtout, évidemment, cet imaginaire, on pourrait dire, il a mis sous le tapis les soubassements matériels du numérique, en validant quelque part le déni mainstream de ces réalités écologiques. Donc là, on peut dire que les partisans des communs, de ce point de vue-là, très particulier, ont marché main dans la main avec les théoriciens de la société post-industrielle, avec les éditorialistes de Wired, etc., ceux que je citais au début. Donc finalement, il y a... à mon avis, il y a donc un changement de culture qui a commencé à s'opérer dans le monde des communs numériques, qui est très très important. Je ne sais pas si je n'ai pas regardé le temps, j'ai encore 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Et c'est un changement de culture, à mon avis, majeur. C'est-à-dire qu'on a vraiment un mouvement qui s'est construit sur cette idée d'abondance informationnelle et qui doit déconstruire complètement cet imaginaire. Et c'est, à mon avis, ce qui est en train de se passer, enfin ce qui se passe déjà depuis plusieurs années, à la fois chez les acteurs historiques des communs ou du livre comme Framasoft, mais aussi chez des acteurs plus nouveaux comme ces plateformes évoquées par Lionel il y a un instant, avec par exemple cette question du territoire qui revient, qui franchement était à mon avis quasiment absente dans le monde des communs numériques dans les années 90 ou 2000. Et donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles questions à se poser qui n'étaient pas les questions que les partisans des communs se posaient dans les années 90 ou 2000. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut numériser? Est-ce qu'il faut tout numériser? Si on n'est plus dans un monde d'abondance informationnelle, ça ne va pas de soi qu'il faut forcément tout numériser, parce que ça a quand même un coût. Comment est-ce qu'on fait pour construire des services et des applications web plus sobres? Toutes ces questions-là, et donc pour ne pas avoir l'air quand même de tenir un propos négatif sur les communs, évidemment que les communs ont des réponses et ont des solutions à apporter sur ces questions-là, et je finirai juste par un exemple très simple. Un commun numérique historique comme Wikipédia, peut-être le commun numérique le plus emblématique de tous. En fait, Wikipédia, même peut-être sans avoir une claire conscience des enjeux écologiques, en fait,
est un site extrêmement vertueux du point de vue écologique, parce que c'est un site sans publicité, parce que c'est un site sans vidéo en haute définition. Donc en fait, on a un des sites les plus consultés au monde, qui est aussi un exemple de vertu au niveau de sa conception, de son éco-conception. Et donc c'est pour ça que les communs ont, à mon avis, malgré tout, beaucoup de choses à dire et à faire en matière d'écologie. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, c'est vrai que la question qui vient, hein, si on explore les pistes des communs et la manière dont les communs numériques, le logiciel libre peuvent servir des enjeux de transition, se pose la question de la pérennisation de ces communs et de ces activités. Et dans la question de la pérennisation se pose aussi la pérennisation avec l'aide de qui et avec le soutien de qui, avec quel mode d'institutionnalisation. Et c'est un petit peu là-dessus que je souhaiterais que le dernier temps de table ronde s'articule. Agnès, je pense qu'il y a un point important, probablement, Agnès, dans votre action. Alors, j'attends juste que, voilà, que votre image revienne. Voilà. Il y a dans l'action de Fairphone le long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est peut-être pas. Il y a une diversité d'acteurs contre lesquels vous devez pousser des choses. Et est-ce que c'est en les embarquant aussi, je pense notamment l'acteur privé, les entreprises, comment se passe la logique des partenariats ou la logique des rapports de force le long de la chaîne d'approvisionnement pour Fairphone? Ouais, alors je vais commencer au plus bas, donc la partie sourcing des minerais. Tout à l'heure, je parlais de la Fercobalt Alliance, par exemple. Donc nous, on a l'initiative de mouvements ou de projets pour essayer de changer l'industrie, donc comme cette fameuse Fercobalt Alliance. Mais c'est vrai que les initiatives qu'on lance ne peuvent pas être. C'est difficile pour ces initiatives d'être pérennes s'il n'y a pas d'autres acteurs qui nous rejoignent. Donc typiquement dans le domaine des mines, on a des grosses industries comme Volvo, même Google Pixel ou Tesla qui nous ont rejoints, qui ont rejoint, on va dire, l'initiative pour pouvoir acheter en fait des volumes de cobalt. Et quelque part, sans le fait que ces partenaires nous rejoignent, on ne peut pas rendre pérennes les activités. Donc, on ne peut pas proposer aux familles de mineurs le fait d'avoir un revenu sûr sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, pour nous, tout ce qu'on lance au niveau sourcing des minerais ne peut pas se faire dans d'autres partenaires industriels puisque le volume de Fairphone ne suffirait pas. D'une, parce qu'on est un fabricant de téléphone, mais de deux aussi parce qu'on n'a pas les volumes encore des autres fabricants. C'est un sujet qui est compliqué parce que quand Tesla nous a rejoints, par exemple, c'est vrai que dans la presse, on a eu des échos du genre bon, bah voilà, grâce à cette initiative, peut-être que certaines boîtes peuvent se faire du greenwashing. Peut-être, mais nous, sur le terrain, on voit bien que sans ça, sans, on va dire, une garantie que les personnes sur place peuvent avoir, bah, voilà quoi, hein, l'ambition financière auquel elles peuvent s'attendre, bah, ça marche pas. Donc quelque part, c'est un peu un must-have pour nous d'avoir ces partenariats-là. Et puis aussi parce que c'est ce que je vous disais au début de la présentation, l'objectif de Fairphone, c'est pas de vendre mieux que les autres et d'être les seuls, c'est de bouger l'industrie, quoi. Donc de montrer qu'on peut faire les choses différemment. Donc le fait que d'autres partenaires nous rejoignent, c'est essentiel. Alors avec le lien avec l'open source, en tout cas les communs, je le vois plus sur des initiatives comme Fairtech. On a lancé il y a quelques temps, 1 ou 2 ans, une initiative où des gens comme Common, Télécoop, qui est le premier opérateur téléphonique alternatif en France, mais aussi qui a son équivalent en Belgique qui s'appelle Neighbo ou en Allemagne qui s'appelle Witel, bah, tous ces gens-là, en dehors de la France, ont monté l'initiative Fairtech, où là, on va quand même un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on est tous des acteurs du monde du privé ou du monde de la coopérative, pour Common ou Télécoop, qui proposent des solutions alternatives basées sur l'open source, mais qui sont aussi basées sur une sobriété numérique. Donc là, pour nous, ça nous semblait important d'avoir une offre unique. Donc on n'est pas encore dans l'offre commerciale, hein, on est plutôt dans l'agrégation de projets que le consommateur ou la consommatrice peut utiliser. Et on veut montrer que les deux vont de pair, en fait, quoi. Que Fairphone, par exemple, est
focaliser sur le fait de faire un téléphone plus durable et plus éthique, mais ça va de pair avec le fait d'avoir une carte SIM d'un opérateur qui va vers plus de sobriété au niveau de la consommation de data et pareil au niveau du système d'exploitation, puisqu'il y a iOS qui fait aussi partie de ce regroupement Fairtech. Et on est tous aussi persuadés que le fait de s'appuyer sur une démarche open source est indispensable, à la fois sur le côté essayer d'expliquer ce qu'on fait. Donc, on doit publier ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de publier les différents acteurs avec qui on bosse, les différents fournisseurs, etc. Ça va avec cette approche de l'open source, mais à la fois aussi pour que d'autres se réapproprient ce qu'on fait. On croit vraiment que il y aura une limite à notre démarche si d'autres acteurs ne se réapproprient pas ça. Donc, Fairtech, c'est quand même un exemple qu'on cite beaucoup comme étant un regroupement d'acteurs du privé qui est là pour influencer le reste de l'industrie. Et après, oui, je citerai aussi le Right to Repair, enfin, un mouvement autour de la réparabilité européen qui est assez fort. Et le fait donc, il s'appuie aussi évidemment sur le fait d'open sourcer tout ce qu'on peut, le fait de lutter contre la brevetabilité logicielle, etc. Donc, c'est aussi des démarches dans lesquelles on s'inscrit beaucoup puisque ça va vers une sobriété numérique et vers des projets qui sont plus écologiquement responsables. Donc, toutes ces alliances-là, elles sont quand même, à mon avis, très importantes à suivre et elles mixent à la fois des acteurs du privé et des acteurs institutionnels. Et ce que je voudrais dire avant de terminer, c'est que, donc ça c'est plutôt positif, je suis désolée de terminer vers une note un peu plus négative, mais ce qu'on voit, ces alliances-là, elles sont plutôt prometteuses. Après, je suis peut-être un peu plus inquiète au niveau européen, enfin, en tout cas au niveau du lobbying qui peut se jouer au niveau européen. Tout à l'heure, je parlais des bonnes idées, des bonnes initiatives qu'il y avait sur la directive éco-design, éco-conception, ou en France, l'index de réparabilité ou durabilité. Et en fait, il ne faut pas minimiser en fait, la force des lobbyistes du monde du privé qui ne ressemblent pas à ce que je viens de décrire, ce dans quoi Fairphone, Télécoop ou Common est. Donc tous les autres, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une force de lobbying que nous, on n'a pas encore. Et c'est en ce sens que les partenariats avec le monde académique, moi, m'intéressent beaucoup. Puisque quelque part, vous toutes et tous, chercheurs du monde académique, bah, vous pouvez aussi nous aider dans notre lobbying interne, parce que ce que je veux dire, c'est que la définition des normes législatives actuellement se fait, et c'est normal, avec les acteurs du monde privé qui, eux, en général, pour les plus gros, ont beaucoup plus de force vive pour écrire des rapports, pour écrire des états d'analyse, etc., pour essayer d'aller vers moins de durabilité et vers moins de prise en considération des éléments environnementaux. Donc là, on bloque un peu en ce moment pour avoir cette force nécessaire, et c'est en ce sens qu'à mon avis, le partenariat avec certains acteurs du monde académique peut être prometteur. Voilà. Merci Agnès. Alors, en termes de pérennisation des initiatives et des communs, dans l'échantillon de l'étude qu'on a menée, il y avait Framasoft, et on s'est rendu compte que Framasoft, c'était le seul modèle qui ne fonctionnait que sur les dons, dans lequel l'acteur public n'était pas présent, dans lequel l'acteur privé n'était pas présent, et c'était celui de notre échantillon qui avait la plus forte longévité, puisqu'il y avait 10 ans, et le plus grand nombre de salariés dans nos initiatives. Donc il y a cet espace finalement dans lequel se déploie Framasoft, ni sous l'influence du public qu'il a recherché à un moment donné, pas de son influence, mais le public, l'acteur public, ni sous l'influence du privé, et qui fait d'autres choix, et notamment le choix de ses propres réseaux. Et donc Stéphane, tu peux nous en parler ? Oui, après tu l'as bien résumé, hein. L'idée effectivement d'une asso comme Framasoft, ce qu'essayent aussi de faire aujourd'hui d'autres associations. Donc vous avez peut-être entendu parler des chatons. Il y en a une centaine aujourd'hui en France qui sont des clones, le mot est exagéré, des structures qui ressemblent à celles de Framasoft, d'inspiration on va dire framasoftienne, mais qui peuvent prendre des chemins assez différents, y compris en termes de modèle économique, mais avec quand même une convergence
convergence importante, notamment à travers une charte que l'on partage, des espaces communs de travail, etc. Bref, du coup, pour revenir sur ta question, c'est vraiment cette idée à un moment de faire vivre un autre modèle, d'essayer de faire vivre un autre modèle. Donc effectivement, jusque-là, on va dire, on y arrive et quelques autres structures y arrivent, qui soient ni du domaine de l'entreprise, ni du domaine de l'État. Alors pourquoi? Donc effectivement, il y a évidemment besoin que ces deux espaces se structurent aussi, enfin se restructurent, peut-être évoluent d'une part, mais l'idée aussi est de faire vivre une troisième voie. Dans le domaine du numérique, je pense que ça s'illustre vraiment en particulier à travers le fonctionnement du capitalisme de surveillance, qui de fait est une alliance entre le monde, on va dire, des grands acteurs du numérique, des géants du numérique, donc en particulier les acteurs états-uniens, de l'État et du reste de la société privée. Les acteurs états-uniens, évidemment, parce que c'est leur modèle économique, et donc là, le problème, en dehors du problème de dépendance et des problèmes de liberté numérique dont on pourrait parler, c'est la dépendance à la publicité. Aujourd'hui, effectivement, des acteurs comme Facebook ou Google fonctionnent sur la publicité, c'est-à-dire sur la nécessité d'une croissance non nécessaire, j'allais dire, je garde la formule, c'est-à-dire qu'à un moment, ces entreprises ne fonctionnent que parce qu'on a une croissance économique et donc que l'on va créer des nouveaux besoins dont on n'a pas besoin. Voilà, deux fois, vous avez compris l'idée. De l'autre côté, on a effectivement l'État, pour qui la collecte de données est également perçue comme utile ou nécessaire, notamment dans le domaine de la sécurité. Et puis le reste des autres acteurs, pour qui la collecte de données est également un moteur dans d'autres domaines, qui peuvent être tout à fait louables, comme la médecine, par exemple, ou la sociologie, etc. Mais bref, il y a une sorte de connivence, en fait, d'une grande partie de la société autour du capitalisme de surveillance. Pourtant, à la base, il y a une équation qui est intenable vis-à-vis de... je mets le chrono maintenant, mais intenable vis-à-vis des questions des questions écologiques, de par la croissance. En tout cas, c'était mon hypothèse de départ. Donc, pour revenir sur l'initiative de Framasoft de ce point de vue-là, c'est de donner une solution pour faire autrement. Si on prend typiquement, donc là, le toute dernière offre qui a été proposée par Framasoft s'appelle Framaspace, frama.space. Et l'idée est d'offrir gratuitement aux associations qui le souhaitent, notamment aux petites associations, une solution alternative aux plateformes collaboratives qu'a priori ils sont habitués à utiliser chez Google ou Microsoft typiquement. Donc là, à travers une solution basée sur des logiciels libres, on fait également le lien. Si on n'avait pas l'écosystème logiciel libre, ce ne sont pas des logiciels que Framasoft a développés, c'est Dexcloud, c'est Collabor Online, OnlyOffice, etc. Donc c'est des outils qui existent déjà, que Framasoft a choisi d'héberger, on va dire, dans des conditions qui vont rendre l'accès suffisamment simple à des toutes petites structures, de faire également l'accompagnement, les configurations qui iront bien. Et du coup, à partir de là, d'avoir une offre qui soit réellement alternative, c'est-à-dire de pouvoir dire vous avez vraiment le choix. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu, vous avez le choix entre utiliser un truc qui fonctionne et que vous savez utiliser, ou passer dans l'inconnu avec plein de compétences à acquérir, etc. Voilà. Donc c'est l'idée générale, elle est vraiment dans le fait de maintenir une troisième voie. Alors évidemment, elle est extrêmement minoritaire. On parle d'une toute petite structure, même s'il y a quelques millions d'utilisateurs chez Framasoft, si on devait faire effectivement mettre en balance, on va dire, ce que le capitalisme de surveillance permet aujourd'hui et ce que cette troisième voie permet également, évidemment, la balance ne serait pas du tout équilibrée. Mais au moins, et je ne sais plus, ça a été dit tout à l'heure, mais l'idée de montrer qu'on pouvait faire autrement, du coup, ça peut, c'était probablement Agnès qui disait ça pour faire fun aussi, mais du coup, à un moment, ça veut dire qu'il y a la possibilité de copier, encore une fois, ce qui a été fait et de le reproduire. Merci beaucoup. Le rôle de l'acteur public dans des formes d'institutionnalisation des communs numériques se pose, il est d'actualité. On a plusieurs initiatives, je pense au rapport Verdier, une diversité d'initiatives. Donc Sébastien, ça a été en partie un sujet de thèse pour toi. Donc tu peux nous en parler, pas de ta thèse, mais dans le cadre de cette table ronde. Oui. Alors effectivement, le rôle de la puissance publique se pose.
il y a par exemple dans la manière dont l'acteur public soutient le développement soit des plateformes coopératives, soit de la fabrication distribuée basée sur des communs numériques, soit à travers des législations qu'il met en place pour augmenter le nombre de logiciels libres et la réparabilité des logiciels. Il y a des formes de ce qui s'appelle des partenariats publics communs. Donc c'est une notion qui a été un peu prise pour prendre le revers des partenariats publics-privés, qui sont en fait des modes de financement par lesquels l'autorité publique fait appel à des acteurs privés pour gérer une partie ou totalement un service public, et qui représentent des dizaines de milliards en Europe. Et je crois que l'enjeu en fait qui se pose au mouvement des communs numériques, donc pour la transition écologique ou pas, c'est celle de la capacité à capter des ressources de la puissance publique, avec deux enjeux. Le premier, c'est ne pas contribuer au retrait de l'État. Et le deuxième, c'est ne pas se faire phagocyter par la puissance publique, qui sont en fait des thématiques classiques que le mouvement de l'ESS ou que le mouvement des associations se pose depuis des décennies. À mon avis, une des manières de parvenir à nouer des alliances avec la puissance publique en évitant ces deux écueils, c'est la première en ayant des alliances à l'intérieur du champ bureaucratique pour renverser le rapport de force à l'intérieur du champ bureaucratique. On parlait de Frama, il y a Alexis Kaufmann aujourd'hui qui est au ministère de l'Éducation nationale, alors que ça a été des ennemis pendant longtemps. Et donc, à mon avis, mettre des alliés qui comprennent très bien les communs numériques à l'intérieur de la puissance publique pour transformer le rapport de force dans le champ bureaucratique me semble important. Et on se rend tout de suite compte, quand Agnès Crépé disait que le lobby en fait, du capitalisme est tellement puissant, et ben en fait il faut faire un lobby alternatif. Et je pense que la deuxième chose importante, c'est transformer l'État également. Il y a un long débat marxiste pour savoir si l'État est structurellement capitaliste ou si il n'exprime que des rapports de force. Et aujourd'hui, les rapports de force étant dominés par le capitalisme, l'État est capitaliste. En tout cas, je pense qu'une chose importante, c'est de transformer l'État, c'est-à-dire la manière dont il s'organise. Je vais prendre juste l'exemple de Decidim. Alors, c'est pas un exemple dans la transformation, la transition écologique, mais c'est un exemple que je connais puisque c'est ma thèse. Vu que tu m'as lancé là-dessus, je vais y aller. Pas trop longtemps, ça va juste prendre une minute. Donc, Decidim, c'est une plateforme de démocratie participative, un logiciel libre qui a été développé par des gens à l'intérieur de la mairie de Barcelone. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'était des militants altermondialistes, des hackers du monde du logiciel libre, qui sont rentrés dans la mairie de Barcelone pour la hacker, c'est leur terme. Et ils ont développé ce logiciel libre. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que s'ils ne l'extrayaient pas de l'administration, il y avait des risques de phagocyté, justement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une association à laquelle aucun acteur public ne peut adhérer, puisque la législation, il fallait pas que je touche, la législation espagnole fait que si un acteur public adhère à une association, il le chapeaute. Donc ils ne voulaient pas qu'il y ait d'acteurs publics dans l'association. Ils ont transféré la propriété, pas seulement du code, parce que c'était un logiciel libre, mais également des comptes Twitter, des comptes pour accéder à GitHub, etc. Ils ont transféré ça à l'association, alors que c'était public. Il y a eu un transfert de propriété vers l'association. Et puis, ils ont aussi hacké ce qui a été mis en place pour favoriser le marché. Ils l'ont mis pour favoriser les communs. Et par exemple, ils ont transformé des contrats cadres qui avant étaient passés entre la mairie de Barcelone et les grands groupes informatiques pour inclure des clauses, par exemple, que les personnes à qui l'acteur public allait donner de l'argent devaient être compétentes pour le développement de logiciels collaboratifs, ce qui n'était pas le cas des grandes entreprises. Donc il y a une forme de transfert, de transformation institutionnelle. Et je vais juste finir là-dessus. Je change ma casquette de chercheur à celui de militant. On a monté avec des collègues un collectif pour une société des communs. Et ce qu'on essaye de prôner, c'est de passer de l'ordolibéralisme, qui est en fait l'État qui met en place les cadres institutionnels pour permettre le libre marché, à l'ordocommunalisme, où l'État mettrait en place le cadre institutionnel qui permette non pas le libre marché, mais la libre collaboration, le libre développement des coopératives et des communs, notamment dans le cadre des communs numériques. Et voilà, ça c'est ce qu'on propose. On fait une journée, je termine là-dessus, on fait une journée le 28 janvier là-dessus sur la transformation de l'État par les communs, à laquelle vous êtes bien sûr conviés.
Merci beaucoup. C'est vrai que cet arbitrage entre la nécessité de l'État pour institutionnaliser, structurer, pérenniser, mais le risque que ça fait courir à ce qui est une des caractéristiques clés des communs, qui est la possibilité délibérative, pose question. C'est une question qu'on a pu se poser dans Tapas et à laquelle Lionel est, je sais, assez attaché, si tu veux y rebondir sur autre chose. Oui. Je voulais d'abord rebondir peut-être sur le terme même d'institutionnalisation des communs et le fait que on introduit la table ronde par l'idée de mettre en débat cette question de l'institutionnalisation des communs. Alors moi, c'est un terme dont je me méfie beaucoup, en fait, parce que quelque part, ça sous-entendrait que les communs ne sont pas des institutions déjà intrinsèquement. Si on commence à questionner l'institutionnalisation des communs, on sous-entend que c'est un processus qui les transformerait ou qui les Or en fait, c'est là où moi je trouve c'est toujours revenir à Elinor Ostrom. Elinor Ostrom a montré que les communs sont intrinsèquement des institutions parce que ce sont des systèmes de règles qui servent sur la gouvernance d'une ressource, etc. Donc si ce sont des systèmes de règles, ils ont une nature d'emblée institutionnelle. Donc quand on parle d'institutionnalisation des communs, de quoi parle-t-on exactement si les communs sont d'emblée quelque chose d'institutionnel? Et en fait, je pense que ça renvoie à un imaginaire qui est... Sébastien parlait des imaginaires un peu problématiques parfois qu'on trouve dans le mouvement des communs, mais je pense que ça renvoie à une sorte d'imaginaire soit anti-institutionnaliste des militants des communs, soit pire, a-institutionnaliste, qui sous-entendrait qu'il serait possible d'agir ou de se constituer en dehors d'une dynamique institutionnelle. Et à mon avis, c'est extrêmement négatif en fait de se penser comme ça. Je veux dire, même Framasoft, qui est un acteur extrêmement indépendant, si vous voulez, ils sont pas entièrement auto-institués. C'est-à-dire que vous êtes une association, c'est un statut que vous tirez de la loi, vous recevez des dons qui obéissent à un régime fiscal, c'est un statut qui est tout à fait légal. Vous voyez, on n'est jamais que constitué de briques qui nous viennent de l'extérieur. Là, il y a une marge, bien sûr, pour construire ses propres briques ou faire bouger les briques, mais on est toujours une sorte de golem, un assemblage de briques institutionnelles qui viennent d'une part et d'autre. Et je pense que là où c'est très problématique d'être dans une sorte de pensée institutionnelle, moi j'ai beaucoup côtoyé de militants des communs et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cet état d'esprit, c'est qu'en fait, et pour faire le lien avec ce que disait Sébastien Schuss là tout à l'heure, c'est se priver d'un levier très très fort que les politiques néolibérales ou ordolibérales ont bien compris, c'est-à-dire que les néolibéraux ont bien compris qu'il n'y a rien qui ne soit pas construit institutionnellement et que le vrai enjeu stratégique, c'est de réussir à agir sur les structures institutionnelles qui permettent de construire certaines possibilités ou d'enfermer d'autres. Et je trouve qu'en ce moment, si vous voulez, il y a des signes assez intéressants que aussi Sébastien a commencé à souligner. Tu parlais du rapport Verdier, donc on a vu quand même cette année 19 pays européens, à la suite d'un rapport, discuter de la mise en place d'un fonds européen de financement des communs numériques ou de principes qui pourraient être mis en place de communs numériques par défaut dans les administrations. Donc là, on va dire des outils d'institutionnalisation très puissantes en fait, de la notion. Et immanquablement, quand ce genre d'initiative se met en place, on sent immédiatement une méfiance des acteurs associatifs ou des acteurs militants qui, avec cette pensée de l'institutionnalisation des communs, peuvent être portés à le rejeter, et qui, à mon avis, est une erreur stratégique très forte en fait. La vraie question, c'est qui va contrôler ce processus en cours et dans quelle mesure en fait il est possible de participer à cette dynamique institutionnelle et d'éviter aussi qu'elle soit capturée par d'autres types d'intérêts. Et voilà, donc à mon avis, c'est un enjeu tout à fait essentiel. Et la vraie question qui va être fascinante, c'est que, évidemment, si vous faites un fonds pour financer des communs numériques, il va falloir faire une définition de ce qu'est un commun numérique. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet qui va être extrêmement intéressant. Merci Lionel. Sébastien, je te laisse rebondir et conclure la table ronde avant de
de permettre des questions. Je ne vais pas conclure parce que j'espère qu'il y aura des questions ensuite. Oui, avant les questions. Donc je me garderai bien de conclure, mais je peux peut-être rebondir par contre sur ce qu'a dit Lionel à l'instant, parce que c'est vrai que je pense que je partage vraiment ce qu'il a dit sur cette question de l'institutionnalisation et des réticences parfois infondées, peut-être qu'elle peut susciter dans le mouvement des communs. Donc peut-être que plus que de parler d'institutionnalisation, il faut poser la question des alliances, en fait, avec qui est-ce que le mouvement des communs doit s'allier. C'est pas facile de répondre. Peut-être pour essayer de donner quelques éléments de mes propres réflexions. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même depuis 20 ou 30 ans beaucoup d'alliances entre les communs numériques et les grands acteurs de la Silicon Valley ou du capitalisme numérique. Bon, un exemple, c'est par exemple la fondation Mozilla, qui a reçu de l'argent de Google, qui fait plein de choses avec Google. Ça n'a sans doute pas produit que des mauvaises choses. Mais bon, quand même, on peut estimer que dans ce genre d'alliance, les communs ont perdu une grande partie de leur dimension subversive. Et bon, on l'a beaucoup vu dans le monde de l'open source. Comme vous savez peut-être, aujourd'hui, il y a de l'open source partout ou presque. En fait, ça ne change pas fondamentalement, enfin très souvent, ça ne change pas grand-chose que l'infrastructure actuelle du numérique soit en grande partie open source. Ça ne répond pas vraiment aux questions de surveillance, de vie privée, ça ne détruit pas les monopoles du numérique, ça ne rend pas le travail moins précaire, moins exploité, ça ne répond pas aux grands enjeux environnementaux. Bon, bref, voilà. Donc, c'est quand même, il y a quelque chose d'un peu insatisfaisant dans cette victoire de l'open source qui à la fois est partout et qui à la fois ne sert pas forcément le projet social qu'on voudrait qu'il serve. Donc j'ai envie de dire qu'il faut retrouver une dynamique oppositionnelle par rapport à ces grands acteurs capitalistes, que le modèle, ça serait plutôt Mastodon, l'anti-Twitter, que Linux, la brique de base du capitalisme numérique, pour le dire de manière un peu schématique. Après, le problème, évidemment, c'est que quand on parle d'une dynamique oppositionnelle, on voit bien que le rapport de force est extrêmement déséquilibré, et Stéphane l'a bien dit, d'un côté, on a des entreprises qui dominent le capitalisme mondial, de l'autre, des petites communautés qui font beaucoup, mais avec très peu, et donc c'est admirable, mais c'est peut-être pas suffisant politiquement. Donc, quelles alliances on peut faire ? Faut peut-être chercher ailleurs. Alors moi, j'ai pas les réponses. Les petites réflexions que j'avais notées pour préparer cette table ronde, c'était, je me suis pas mal interrogé ces derniers temps sur cette question de souveraineté numérique. Comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est une thématique qui a fait irruption dans le débat public depuis quelques années, peut-être encore plus avec la guerre en Ukraine. Et je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette thématique de la souveraineté numérique ? Est-ce que ça peut aider les communs à aller voir des acteurs publics, à les convaincre de la nécessité de soutenir les communs. Peut-être que oui, au sens où il me semble que derrière ces questions de souveraineté numérique, ce qu'il y a, c'est une réflexion sur nos multiples dépendances et les vulnérabilités qu'elles créent, donc nos dépendances notamment technologiques, économiques, et puis in fine le fait que tout ça, finalement, ça crée la dépendance politique ou géostratégique, notamment envers les États-Unis. Et donc là, les communs ont quand même une carte à jouer, si vous voulez. Peut-être d'une part parce qu'on a quand même beaucoup de projets qui sont européens, même si ça n'a pas toujours beaucoup de sens de leur attribuer une nationalité, mais bon, voilà, Mastodon, c'est allemand, c'est un développeur allemand, LibreOffice, c'est allemand, Framasoft est français, OnlyOffice est letton. Bon, je sais pas, voilà, on peut citer quand même pas mal de projets européens, mais surtout parce qu'en fait, les communs numériques permettent quand même de répondre à un certain nombre de ces défis que pointe la notion de souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on a des outils juridiques qui sont éprouvés, on a des technologies ouvertes. Si on a des communs numériques, ça veut dire qu'on a des technologies ouvertes qu'on peut contrôler, qu'on peut auditer, on peut vérifier qu'il n'y a pas de backdoor ou de choses comme ça. Et parce que aussi, en fait, il y a des opportunités économiques autour des communs dès lors qu'on accepte que notre but, c'est pas simplement de faire en moins bien finalement ce qu'ont fait les Américains et ce qui est à peu près quand même ce qu'on a fait politiquement en France et en Europe depuis 20 ans. La French Tech, c'est quand même l'idée qu'on va faire comme les Américains, mais en fait, peut-être qu'il faut justement faire autrement. Et rompre avec ce modèle hyper financiarisé, hyper croissantiste de la start-up. Et là, les communs ont quelque chose à apporter qui est finalement à l'interface entre un projet politique et un projet économique qui est de développer un numérique qui ne soit pas simplement la pâle copie conforme de ce que les États-Unis ont déjà fait. Donc bon, ça c'est un autre élément peut-être que je voulais donner, après on va ouvrir le débat, c'est qu'il faut ouvrir les communs numériques à d'autres acteurs militants qui ne viennent pas des mondes numériques. Bon, ça c'est pas nouveau, et en fait depuis longtemps il y a ces circulations là dans le monde des communs, mais je pense qu'il faut
il faut accentuer ça, c'est-à-dire qu'en fait, les communs numériques ne peuvent pas rester un îlot isolé des autres acteurs de la société civile qui ne viennent pas du monde numérique. Donc ça veut dire que si on pense qu'il faut faire des communs numériques au sens des services numériques qui ne soient pas aux mains d'entreprises dont le profit est le but principal, en fait, ça ne concerne pas que le numérique. C'est un certain nombre d'activités qu'il nous faut soustraire au processus d'accumulation illimitée pour faire en sorte qu'elles ne soient pas prises en charge par des entités dont le profit est l'objectif principal. Donc voilà, il faut tisser ces alliances, et je pense qu'on peut se retrouver autour d'un projet de société commun qui évidemment excède de loin la seule dimension numérique. Merci beaucoup. Merci à tous. Je crois qu'on peut vous applaudir. Ok, c'est possible de mettre Agnès à l'écran. Donc Agnès, vous allez apparaître à l'écran parce qu'on va prendre des questions. Oui, Vincent Puig de l'IRI. Je voudrais revenir sur le dialogue avec les communautés, on pourrait dire anarchistes, en fait, dans ce que vous avez décrit. Enfin, ça ressemble un petit peu, même si c'est un peu démodé comme appellation, mais il me semble qu'on retrouve un peu ça aujourd'hui, et j'en ferai aussi comme vous la critique dans le mouvement blockchain, ou dans toutes les communautés qui sont un peu mises en avant de manière anti-étatique, en fait, hein, donc qui serait une forme de contestation de l'État sous une nouvelle forme, en tout cas sous l'angle monétaire. Et bon, j'ai un peu en tête Michel Bowens aussi, vous voyez, dans cette catégorie. Je voulais savoir ce que vous en pensiez un peu de ce mouvement. Est-ce qu'il y a une vraie opposition avec ces communautés blockchain, ou est-ce que voilà, on parle de holochain, on parle de modèles qui seraient peut-être compatibles avec une notion de commun, et donc plus territorial, plus localisé? Ça semble contradictoire avec la définition même d'une blockchain, mais enfin ça m'intéresse de voir s'il y a vraiment peut-être là aussi des alliances, ou si c'est vraiment deux modèles complètement incompatibles. Peut-être pour Bruno ou pour Lionel. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais quand même sur tout ce qui est né autour de la blockchain, alors plus qu'anarchiste, on est vraiment à la base dans un mouvement qui était d'inspiration libertarienne, en fait. Vraiment au sens le plus fort du terme. Qui a d'ailleurs beaucoup de liens avec ce que tu décrivais de la pensée à la base des créateurs d'Internet, des choses comme ça. On en retrouve des choses. Si on reprend la déclaration d'indépendance du cyberespace, vous savez, avec ici John Perry Barlow qui s'adresse aux États en disant vos lois n'ont pas de prise ici il n'y a pas de matière, etc. Et je trouve que c'est pas... Justement, c'est assez logique que finalement, une partie des usages de la blockchain type Bitcoin est aussi dérivée en désastre écologique. Vous voyez, parce qu'il y a cette pensée de la dématérialisation, elle va aussi beaucoup avec cette vision libertarienne. C'est la même vision qui fait que des communautés se rêvent d'aller sur des îles artificielles, sur la mer, qui pourraient reconstituer des sociétés sans État et dématérialisées. Voilà. Donc moi, j'avoue que j'ai toujours été très très dubitatif en fait sur cet imaginaire-là. Ce qui est attirant là-dedans, c'est l'énorme pouvoir d'auto-organisation que ça donne, en fait. C'est une ivresse de l'auto-organisation presque absolue que ça pourrait donner. Moi, je pense qu'on est de toute façon nécessairement dépendant de l'infrastructure institutionnelle et que toute pensée qui se base sur l'idée d'une coupure radicale va tomber dans un écueil. De la même manière que, vous voyez, Polanyi dit qu'on est structurellement dépendant de notre relation aux autres et à la nature, on sera toujours structurellement dépendant de l'environnement institutionnel. Donc une pensée, un imaginaire qui prétend découper cette dépendance, à mon avis, ne peut qu'aller... voilà, c'est une utopie qui va mal tourner, en fait. Voilà. Mais c'est peut-être un peu radical comme jugement, mais voilà, je l'assume. Et j'avoue que c'est pour ça, moi aussi, que j'ai refusé de lire quoi que ce soit sur les NFT, vous voyez, en ce moment. Voilà, j'essaie de protéger mon esprit de ces intrusions-là.
Oui, moi j'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. Enfin aussi, peut-être en 2 mots, il y a la réponse universitaire qui est de dire ce que vous pointez, cette dimension libérale, libertaire, libertarienne. Oui, elle fait partie historiquement du mouvement des communs, avec Michel Bauwens, avec d'autres acteurs. Et après, il y a la réponse politique, qui est celle qu'a faite Lionel et que je partage, qui est de dire que moi, c'est pas ce que j'ai envie de promouvoir comme manière d'aborder les communs. Oui, merci pour votre présentation. C'est pour rebondir sur la blockchain, justement, parce qu'en fait, il y a tout un mouvement aussi qui se crée au service des communs. On a le Common Stack Project, on a Aragon, qui développe des logiciels justement pour une auto-organisation au service des communs. Donc, je voulais savoir, donc il n'y a pas qu'une vision justement destructrice et libertarienne de droite. Il y a aussi tout cet aspect, en fait, de développement de logiciels pour l'auto-organisation. Et Common Stack se base sur les 8 principes d'Obstrom. Voilà. C'est aussi... Oui, Cathy Zadraveil, je travaille depuis pas mal de temps aussi sur la blockchain, juste pour, en tous les cas, pour rappeler que la blockchain, c'est pas que la crypto. Le smart contract, qui est un des moyens justement de passer donc sur la blockchain des contrats qui sont immuables, irréversibles, etc., avec des processus évidemment décentralisés, donc distribués, autonomes. Permettre justement, d'une certaine manière, ça reste une tech, hein, et ça reste une modalité. Donc ça s'inscrit plutôt bien, en tout cas c'est ce que je dis dans quelques articles, dans une démarche justement plutôt sur les communs de connaissances. Donc, parce que justement, on a la capacité d'établir des règles formelles, informelles, institutionnelles, constitutives, opérationnelles, etc. Et donc, on est dans cette capacité de pouvoir rendre opérationnelle, si je puis dire, la mise en place de cette organisation distribuée autonome avec des modalités partagées, une gouvernance partagée. Donc, je ne pense pas qu'il faille rejeter simplement parce qu'on est sur les crypto-monnaies, les NFT, etc. Il y a une partie financière, pour le coup, qui est bien plus prégnante dans le cadre des cryptos, etc., plutôt que dans le smart contract, qui est vraiment un contrat bilatéral et distribué autonome. Voilà. Je ne sais pas si... Merci. Merci. Agnès, je ne sais pas, vous êtes en ligne, si vous voulez répondre ou apporter un commentaire là-dessus, ou si on repasse le micro. Non, on peut passer le micro. Ok. Non, mais juste, mais effectivement, plus pour pas répondre hein, que pour répondre, c'est, on peut discuter de la techno en tant que telle. Après, de mon point de vue, on reste quand même là dans une vision essentiellement solutionniste. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien l'idée qu'on a une technologie qui va résoudre nos problèmes de délibération, qui va résoudre nos problèmes de confiance, etc. Je savais que vous alliez faire cette tête-là, c'est pour ça que je ne voulais pas répondre. Mais il y a quand même un petit peu... Du coup, là, il me semble, en tout cas, ce qu'on essayait de remettre en avant, c'est qu'il y a des logiques de délibération au niveau des communs, il y a des logiques de partage, il y a des logiques de transparence, etc., qu'on puisse les instrumenter à un moment avec certains types de techno, de type blockchain ou d'autres, etc. Oui, pourquoi pas, mais par contre, il y a... aidez-moi. La recherche d'une identité entre les deux, voilà, je vais le formuler comme ça, je pense que c'est quelque chose qu'on perçoit probablement les uns et les autres. C'est peut-être aussi ce qui fait le fait qu'on n'avait pas forcément envie d'aller sur ce sujet, mais il y a une sorte de volonté d'identité entre les deux, c'est-à-dire au sens effectivement où la technologie ici, elle se cristalliserait exactement par rapport à ces principes. Et d'une certaine façon, vous n'avez pas dit ça, hein, mais on peut l'entendre parfois, que toute autre façon d'aborder le problème serait fautive un petit peu par construction. Non, je sais que vous n'avez pas dit ça, mais du coup, je pense qu'on l'entend assez souvent. Elle serait fautive un peu par construction, justement parce que n'embarquant pas tous les éléments techniques qu'embarque la blockchain. Voilà. Oui, merci. Non, moi, c'est des sujets un peu différents. Donc, voilà, c'est bien. On aborde autre chose. Je voulais rebondir sur une remarque de Lionel et puis après enchaîner.
Lionel, tu as tout à fait raison de dire que les communs sont des institutions, hein, c'est des ensembles de règles, etc. Donc oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que l'ambiguïté, elle vient de la discussion sur l'institutionnalisation par rapport à la pérennisation, parce que la question qui nous est posée, c'est bien celle-là. Comment les communs qui sont nés peuvent devenir pérennes, éventuellement se renforcer, etc. Et à ce moment-là, on trouve la question de leur institutionnalisation, ou plus exactement, peut-être de formes d'institutionnalisation un peu différentes des formes initiales, qui sont souvent des formes basées sur des règles, mais définies par des communautés étroites, et donc des règles qui sont souvent fragiles. Alors que la pérennisation, souvent, va impliquer de passer par des règles un peu plus dures, par des formes légales, etc. Hein, je veux dire, Wikipédia, tu es bien placé pour le savoir, c'est une structure juridique lourde, hein, avec des gardiens, avec une sélection, avec, voilà, je veux dire, une DG, enfin c'est un bazar, hein, un processus de décision hyper lourd. Bon, voilà. Donc, si on raisonne par rapport à cette question de la pérennisation, et des formes d'institutionnalisation, on trouve la question des alliances, parce qu'effectivement, on voit bien qu'ils ne vont pas exister tout seuls. Bon. Et en particulier des alliances avec la puissance publique. Alors, quelle est la difficulté qu'on a, me semble-t-il, et on va retrouver des débats qu'on a eus quasiment le premier jour, hein, donc je fais exprès, parce que comme ça boucle. Quelle est la difficulté qu'on a? La difficulté qu'on a, c'est que on a des communs qui, par définition, hein, sinon ce n'est pas des communs, hein, par définition, sont hors du marché et de l'État, hein, sont par-delà le marché et l'État. Sinon, ce n'est pas des communs. Hein, je veux dire. Sinon, on est dans le common washing, sinon on est dans je ne sais pas quoi. Bon. La question qui se pose, c'est comment est-il possible de passer des alliances alors, avec des expressions de l'État, hein, peut-être pas l'État central lui-même, mais des formes, etc., qui respectent cette caractéristique fondamentale des communs. Et c'est vrai que là, on rentre dans des jeux qui sont difficiles, dans des jeux risqués. Alors, Sébastien, j'entends bien que, oui, les communs, enfin, dans certaines représentations, on a l'idée que les communs vont représenter l'État, vont modifier l'État. Mais je crains beaucoup que dans l'état des rapports de force actuels, ça soit l'État qui modifie les communs, ou plus exactement, qui se servent des communs pour développer certaines formes de l'État vers lequel il veut aller. Je vais appeler un chat, hein, j'ai l'habitude, hein. Mais par exemple, quand on a retrait des services publics, hein, quand on a recherche de flexibilisation du travail par du travail indépendant, etc. Les tiers-lieux sont un lieu parfait pour ça. Hein. C'est le service public du pauvre, hein. C'est de l'entrepreneuriat libéral avec des plateformes mises en commun, et donc l'État finance. Donc je veux dire, voilà, il ne faut pas se cacher les choses, il ne faut pas se cacher les choses, hein. Il ne faut pas se cacher derrière des mots. Donc la question de l'institutionnalisation, d'une autre forme d'institutionnalisation, elle est clairement posée. La question des alliances, elle est clairement posée, mais il ne faut pas se dissimuler derrière les mots. Voilà, il y a des vraies questions là derrière. Et si on veut que les communs restent des communs, ça demande beaucoup de vigilance de notre part. Donc je te rejoins complètement sur le fait que l'État transforme les communs. Et d'ailleurs, j'ai écrit des papiers dans ce sens. Un de mes articles, c'était comment OpenStreetMap a fait une alliance avec l'IGN. Et comment en fait ce commun n'est plus devenu un commun parce qu'il s'est fait prendre par la logique. Voilà. Donc je te rejoins sur cette difficulté-là. Après, je pense que cette difficulté-là, comme la difficulté par exemple des communs numériques à agir avec le capitalisme numérique, et tu l'as bien dit, il y a des alliances et des risques, puisque c'est logique dans le capitalisme, des risques de reprise. À mon avis, ça ne remet pas en cause le fait qu'il faut trouver des alliances, mine de rien, avec l'État. Et qu'il va falloir aussi transformer l'État, les instruments de l'État, les pratiques de l'État. Et pour ça, il faut trouver des instruments. Je trouve que si on retourne à l'origine en fait, d'Ostrom,
juste après avoir fait sa thèse sur les nappes phréatiques en Californie, elle a travaillé pendant une dizaine d'années sur la coproduction des services publics. C'est avec ce groupe de travail d'ailleurs qu'elle a ancré le terme de coproduction, et elle a notamment travaillé sur les services de police de proximité, et elle essayait de voir comment les acteurs publics pouvaient ou non interagir avec les citoyens pour faire une police de proximité. Donc c'est clairement un terme très américain. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que le mari d'Elinor Ostrom était un politiste très connu aux États-Unis, et il a écrit un bouquin en 1994 sur le self-government, et il essaye de réfléchir à un État qui permette de laisser les gens s'auto-organiser, pas pour le marché, mais dans des communautés démocratiques organisées comme le commun. Et à mon avis, ce qu'on a du mal à faire, évidemment, c'est réussir à trouver des formes institutionnelles, transformer l'État tel qu'il existe avec toutes les spécificités des formes d'État nationales, c'est-à-dire la manière dont on va transformer l'État espagnol, ça ne va pas être la même dont on va transformer l'État italien, qui a déjà des formes constitutionnelles propres. Il y a tout le travail qui a été fait par Judith Rochefeld, etc., sur l'échelle de la communalité, où elle propose plein de pistes pour transformer l'État. Mais à mon avis, pour le dire honnêtement, les communs ne gagneront pas la bataille contre le capitalisme s'ils ne transforment pas et ils n'arrivent pas à nouer des alliances avec l'État. Du coup, c'est à nous d'essayer de trouver quelle forme d'instrument mettre en place pour y parvenir. Pour rebondir sur ce que tu disais, tu sais, sur l'exemple de l'IGN et d'OpenStreetMap, donc effectivement, là, je pense que tu fais référence à l'épisode de la base des adresses nationales, qui était un épisode où effectivement, il y a eu un moment où il y a eu une rencontre entre un grand commun et une agence de l'État, et il y a eu une tentative d'instrumentalisation à un moment donné. Donc on pourrait voir ça comme une bataille perdue, mais quelques années plus tard, si on regarde ce que ça a fait à l'IGN, au final, l'IGN aujourd'hui, c'est une agence qui était quand même un peu l'exemple même du New Public Management, hein, c'est-à-dire une agence à qui on demandait de s'auto-financer avec de la vente de données, donc une logique tout à fait propriétariste, vous voyez, etc., qui aujourd'hui a ouvert ces données et dans son fonctionnement dit qu'elle construit des géos communs, et qui ressemble beaucoup quand même à une agence qui développe un commun à partir de données publiques très ouvertes. Donc il y a des choses qui paraissent comme des défaites à court terme, qui au final ont une action transformatrice, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai mené beaucoup de combats et j'en ai perdu beaucoup, mais j'ai toujours vu à long terme quand même une action transformatrice Donc c'est pour ça qu'à mon avis, la vraie question, c'est de ne pas refuser le combat. C'est ça la vraie chose. C'est-à-dire que oui, il y aura beaucoup d'échecs, il y aura beaucoup de cas où les communs se feront retourner de l'extérieur, ou de l'intérieur, ça arrive aussi parfois, mais toutes les interactions et les frictions et les rencontres valent la peine d'être tentées, en fait. Oui, merci pour toutes ces brillantes interventions. Je voudrais poser peut-être deux questions. Une question sur la transparence des données. Et Agnès l'a très bien démontré, que l'enjeu principal, c'est notamment sur les indices de réparabilité de la technologie. Est-ce que la transparence pourrait être, et je rebondis sur ce que Lionel vient juste de dire, est-ce que la transparence de données serait peut-être la première brique angulaire pour la constitution de communs, capable justement de donner une valeur nulle à ces informations, qui nécessitent donc de construire un nouveau modèle économique alternatif à tout modèle propriétaire, et que justement ce serait un élément de pilier dans cette transparence-là, de mise de coopération, de communs, et de définition des communs tels que les 19 pays européens l'auraient mis. Et deuxième question, concernant cette notion de risque d'ubérisation des services publics par les communs numériques, est-ce que justement il n'y aurait pas de... comment dire, est-ce que
à l'heure actuelle, on a des législations qui essayent d'être à la croisée des chemins avec la mise en place de marchés de l'information au niveau de l'Union européenne, de RGPD qui essayent de monétiser les données, etc. Et que justement, est-ce que le combat au niveau européen ou au niveau français mérite encore d'être mené si on n'a pas, vraiment construit un modèle idéologique de promotion des communs vraiment fort et efficace. Merci. Je veux bien prendre la réponse. Je vois pas la salle ni les intervenants, mais j'espère que c'est bon pour tout le monde. Oui, oui, c'est bon, Agnès. Oui, donc mon point de vue, ce serait qu'évidemment, en fait, il y ait plus pour répondre à la première partie de la question, donc ce serait qu'il y ait plus de transparence sur, les datas, ça c'est sûr, hein. S'il y a des choses qui poussent les boîtes, les gros monopoles, ou les plus petites boîtes dans le monde du numérique, de respecter certaines, contraintes, notamment, si je parle de l'index de réparabilité, bah, voilà, disponibilité de pièces détachées, le prix et cetera de ces pièces-là. Bah, il faut qu'on soit capable d'avoir, une transparence sur ces données-là. Il faut savoir que l'index de réparabilité, jusqu'à présent, ça peut changer, mais c'est une autonotation. Donc ça veut dire que, c'est Fairphone qui fait son calcul, c'est, Apple qui fait son calcul. Donc déjà, ça serait peut-être bien qu'il y ait, une tierce partie qui puisse, vérifier ça, mais déjà qu'il y ait une transparence des datas. Aujourd'hui, quand vous tapez dans un moteur de recherche, index de réparabilité, vous tombez, sur une plateforme, qui s'appelle indexderéparabilité.fr, qui a été lancée par une start-up qui s'appelle, Spareka. Mais je leur en veux pas, à la rigueur, bon, ils ont lancé leur truc et cetera, mais il y a pas de plateforme aujourd'hui, ça peut arriver, il y a eu des annonces récemment, mais aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Il y a pas de plateforme publique qui permet de consulter ces datas-là. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce serait une première étape intéressante. Index de réparabilité, c'est bien, mais qu'on oblige les fabricants, du monde de l'électronique à publier leurs data. Et est-ce que, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que ça vaut le coup encore de lutter? Bien sûr que ça vaut le coup encore de lutter, quoi. Genre, quand je disais, les lobbyistes, des boîtes un peu plus grosses que Fairphone sont très présents, oui, mais on est là aussi, dans la définition de l'index de durabilité qui va englober l'index de réparabilité. Il y a Common, il y a Hop, halte à l'obsolescence programmée, il y a Fairphone, il y a Back Market, ça a été cité juste avant, qui est quand même une boîte un peu plus grosse. Enfin bon, bref, il y a, tous ces, acteurs qui, tous autant qu'on est, essayent de lutter vers quelque chose de plus soutenable et de plus sobre et cetera. Donc oui, il faut continuer. Moi, je réitère mon appel à, justement le lien avec le monde académique. Parfois, on est un peu à sec, en fait, sur nos rapports, qu'on doit présenter quand on je peux pas divulguer toutes les informations qu'il y a en ce moment au niveau du gouvernement sur l'index de durabilité, mais, si je prends un exemple sur, fictif, sur, admettons qu'on essaye de pousser une idée, où, l'open source, parce que moi j'en suis persuadée, je ne suis pas la seule, soit un levier pour la durabilité du matériel. Par exemple, moi je pense que le fait d'avoir un bootloader unlockable, d'avoir la solution technique pour pouvoir mettre un système alternatif open source sur votre téléphone, eh bien ça va faire en sorte que vous puissiez garder plus longtemps votre téléphone. Bon, admettons que ça, ce soit un point, qui soit, celui de Fairphone, celui de Common, mais pas celui des plus gros, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin justement pour faire en sorte que ce soit un vrai critère qui soit pris en compte dans les index de durabilité et voire au niveau européen dans la directive écodesign? Eh bien, on a besoin d'universitaires qui soient à nos côtés pour prouver que c'est utile. Enfin, je caricature un peu, mais voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment creuser ces partenariats académiques et le monde, du privé, des petits acteurs. Parce que parfois on est à sec. Moi, j'ai entendu, des choses, de ce type, pas forcément dans ces groupes-là, mais dans d'autres, cadres de travail du type: «Oui, mais l'open source, on sait très bien que c'est pas sécure». Et donc les gens avec qui j'étais, en train de dire: «Mais comment ça c'est pas sécure? Vous voulez qu'on essaye de donner des rapports, qu'on fasse intervenir des gens, un peu indépendants pour vous prouver que l'open source, c'est sécure, que la plupart des serveurs sur lesquels, tournent plein de grosses solutions», ça a été déjà dit aujourd'hui, sont sur, des noyaux Linux et cetera. Donc
Voilà, moi je pense que ça, évidemment que ça vaut le coup de continuer ce combat-là, ce combat lobbyiste à parité entre le monde des petits acteurs du privé, des scopes et du monde académique, parce que c'est là que ça se joue. Moi, je suis persuadée que, sans citer de marque, mais que les grosses marques du numérique, hardware ou software, changeront si elles sont obligées de le faire. On peut inspirer des acteurs, ça peut se passer aussi, mais vraiment le gros mouvement, il va arriver le jour où ce sera interdit de faire des batteries qui se collent. Il y a une directive qui va arriver en mars 2024 là-dessus. Les batteries qui sont collées seront interdites. Bah, c'est bien que ça arrive. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait des câbles, des chargeurs USB-C. Voilà, c'est grâce à ça que les gros monopoles du numérique vont agir de manière différente. Donc oui, il ne faut vraiment pas abandonner le combat. Merci Agnès. Merci pour ces présentations et ces débats riches. Moi, j'avais envie de poursuivre un peu ce qu'a dit tout à l'heure Sébastien Broca dans son dernier argument, ouvrir les communs numériques à d'autres formes de militance. Et je pense notamment à 2 formes de militance qui n'ont pas été évoquées. C'est par exemple les militants des droits de l'homme, avec des évolutions des licences publiques, du copyleft vers le copy-far-left, notamment une licence qui a fait pas mal de bruit, la licence Hippocrate, qui d'une certaine manière remet en cause un des principes premiers des logiciels libres, de ne pas fermer l'utilisation du logiciel. Or, la licence Hippocrate veut le refermer pour ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme. Donc ça, c'est une première ouverture. Il y a un deuxième exemple dans cette ouverture, c'est par exemple ce que fait CopCycle avec sa licence qui restreint l'usage à des groupements coopératifs. Donc là encore, un lien militant vers l'ESS ou l'économie solidaire. Donc ça, c'est ma première piste sur laquelle j'aurais aimé vous entendre. Et puis une deuxième piste qui fait plus débat peut-être, c'est les acteurs de la décroissance, avec l'idée d'une dénumérisation. Est-ce que ça, c'est un combat? Alors je sais, là encore par le projet TAPAS, que c'est quelque chose qui est évoqué notamment par les oiseaux de passage au travers de la plateforme, hein, c'est l'idée d'une dénumérisation. Alors on peut en discuter. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être juste rapidement, je pense qu'il y a ça a été évoqué tout à l'heure, mais il y a un lien entre typiquement ce qu'on a voulu faire à Frama avec le fait de donner des outils aux autres acteurs militants. Je pense que ça va dans ce sens-là, hein, si je ne me trompe pas. C'était vraiment cette idée à un moment de réencapaciter ces autres structures, de leur donner la possibilité de venir jouer sur ce terrain des communs numériques. Je le formule comme ça, et c'est vraiment un truc, là pour le coup, je pense que vous l'avez tous, si vous êtes un peu en contact avec les milieux associatifs, a fortiori militants, ce conflit de valeurs entre les outils qui sont utilisés et les valeurs qui sont prônées, il est souvent quand même assez marqué, quoi. Bon, pas toujours, avec quelques acteurs qui ne se rendent pas compte, mais voilà, la plupart du temps. Je suis plutôt sur la deuxième partie de la question, sur l'aspect décroissance, dénumérisation. Je pense que c'est des choses qu'on n'a pas complètement thématisées à Framasoft, mais qui nous percutent beaucoup, et je ne serais pas étonné qu'on bouge un peu sur ces sujets dans un futur proche, mais néanmoins déjà, même s'il y a aussi d'autres raisons à ça. Par exemple, l'offre qui va être faite pour Framaspace, ce sera une offre qui sera limitée. Donc ce sera une offre à 40 gigas, non négociable. Alors il y a d'autres raisons, c'était aussi pour ne pas aller sur le terrain d'acteurs économiques, notamment aussi alternatifs, qui auraient une offre un peu plus structurée et avancée à proposer. Mais c'est aussi cette idée de se dire, 40 gigas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 40 gigas? Si on s'arrête 2 minutes, on fait quand même pas mal de trucs avec 40 gigas, quoi. Alors évidemment, si on commence à vouloir y mettre tout de suite de la vidéo HD, etc., ok, mais sinon, en termes de quantité de données à gérer pour une association, ça fait quand même pas mal d'infos. Donc voilà, ce sera peut-être un petit peu ces éléments-là. Peut-être juste un dernier point sur la dénumérisation, en tout cas sur des formes d'anticipation éventuellement un futur dans lequel le numérique fonctionnerait moins bien, donc que ce soit des coupures d'électricité, des interruptions de réseau, etc. Je pense que le modèle décentralisé de ce point de vue-là, au sens ici effectivement typiquement des chatons, d'avoir un archipel avec plein de gens qui proposent des choses, etc. C'est pas forcément toujours, hein, il y a des discours de Microsoft aujourd'hui, enfin des grands fournisseurs de data centers qui vont nous expliquer qu'effectivement leurs data centers ultra concentrés, mis dans les bons endroits avec toutes les bonnes technologies, vont consommer moins que plein de petites structures un peu partout, etc. Donc c'est plus écologique ou résilient, etc. Mais effectivement, si on se projette demain dans une société
en effondrement, disons, pour utiliser ce mot, et je pense que ça a été discuté ici, mais sans justement que ce soit du catastrophisme. Cette logique de décentralisation et d'encapacitation de petites structures partout sur le territoire, elle me paraît aller dans le sens. Alors, est-ce qui, du coup, à mon avis, se couple avec une logique de dénumérisation? Parce que si on pense comme ça, et si on met ça en avant, eh bien, du coup, on ne peut plus penser la numérisation, justement, de l'ensemble de nos structures de la même façon. Ça veut dire réduire notre dépendance au numérique de fait, quoi. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour vos inputs super intéressants. Alors, moi aussi, je travaille sur les plateformes numériques / alternatives et la transition écologique dans le secteur agricole. Et là, Lionel, vous avez évoqué un point et qui m'a interpellée par rapport aux plateformes alternatives. Et moi, comme j'essaie de faire un petit peu un travail de caractérisation et de définir un petit peu les contours, donc dans le projet TAPAS, par exemple, on parle de plateformes substantives, alternatives, coopératives, collaboratives. Et moi, je me demande comment on peut délimiter les contours de chacun, de ces 4 termes, et qu'est-ce qu'on met derrière et comment on peut les distinguer s'ils sont finalement la même chose. Voilà, donc moi, c'est vraiment cette question de caractérisation, et surtout, après avoir évoqué aussi Framasoft Space comme étant une alternative à une plateforme collaborative qui existait dans une entreprise, donc finalement, en quel sens ça peut être une alternative à une plateforme collaborative voilà, c'est vraiment de caractériser un petit peu les contours de ces 4 termes et en quel cas ils sont différents et pourquoi et comment. Voilà, merci. Merci, on va peut-être enchaîner avec l'autre question, d'autant que celle que vous posez, c'est un vaste champ. Je ne suis pas sûre que ce soir on puisse y répondre, mais D'accord. Bonjour, merci énormément pour votre présentation, c'est passionnant, j'aime beaucoup. Je voulais revenir peut-être sur un thème qui a été rapidement évoqué, c'est celui du stockage de l'information. Parce qu'il y a une empreinte carbone qui est croissante concernant le stockage d'un nombre de données toujours plus grand, que ce soit sur des serveurs ou sur des disques durs. Et même s'il y a de nouvelles solutions qui émergent, un jour ou l'autre, on arrivera à un point de saturation où voilà, on n'a pas une capacité de stockage de l'information qui, à ma connaissance, est infinie. Et donc, il me semble qu'on va un jour atteindre un point où il faudra choisir quelles informations on conserve et quelles informations est-ce qu'on efface, mondialement parlant, sur les bases de données, notamment sur Internet. Et donc, parce que j'ignore tout de ce milieu, je me demande s'il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place et des gens qui commencent à réfléchir à des modèles de gouvernance. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une place pour une gouvernance en commun du stockage à échelle mondiale? Merci beaucoup. Merci, et ça sera la dernière question, et donc je vous laisse y répondre. Je vais laisser quelqu'un d'autre répondre, Lionel peut-être, je ne sais pas. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui quand même, hein, le principal problème du stockage, c'est la vidéo. C'est-à-dire que du coup, on peut parler de données, on peut parler de plein de choses, mais aujourd'hui, la vidéo, l'accroissement de la résolution de la vidéo, et voilà, que ce soit au niveau réseau, au niveau stockage, aujourd'hui, c'est quand même le premier point sur lequel on aurait à agir, indépendamment du problème que vous soulevez. La dernière question, je trouvais vraiment intéressante parce que, en gros, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait collectivement pour décider de détruire de l'information. Et en fait, dans le monde, on va dire matériel, c'est très bien balisé, hein. Vous avez des choses qui s'appellent des services d'archives ou des bibliothécaires, hein, dont une partie du métier consiste à détruire des documents, hein. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps, ça s'appelle du désherbage, hein. On jette des documents. Et étrangement, dans le monde numérique, et ça rejoint un peu la question sur l'imaginaire dont tu parlais, l'illusion de l'abondance informationnelle fait qu'on est d'autant plus réticent à détruire des informations. Et moi, je constate d'ailleurs que dans les organisations, y compris académiques, les filières d'archivage numérique sont balbutiantes en fait, par rapport à ce qu'elles existent dans l'analogique. Donc je pense que c'est tout à fait lié à ces problèmes d'imaginaire. Et oui, effectivement, il faudrait avoir les mêmes structures, et ça implique aussi d'avoir les mêmes métiers, etc., qui nous permettent d'avoir des filières avec des règles établies de destruction de l'information, parce que de toute façon, il faut bien le faire, quoi. Et donc je trouve que c'est tout ce que je voulais dire.
en complément, faut se demander comment est-ce qu'on fait pour détruire de l'information ou des données. On peut aussi se demander comment est-ce qu'on fait pour ne pas en créer trop. Et je pense que du coup, là, c'est vrai que la Smart City, la Smart Home, c'est une croissance extrêmement forte de la quantité de données créées chaque année. À un moment donné, il faut se demander si ça a du sens. Et je pense que du point de vue des communs, ça n'a pas de sens. Enfin, on ne va pas faire la Smart City ou la Smart Home en commun. Pour moi, c'est une contradiction dans les termes. Donc, ça rejoint aussi la question de la dénumérisation. Je ne pense pas qu'il faille aller vers une numérisation totale de tout. Et ce genre de projet de Smart City, à mon avis, n'a rien à faire, par exemple, avec les communs. Et juste pour finir sur ta question, je te renvoie aux très bons travaux qui ont été faits par le projet Tapas. Et il y avait également Compin qui avait fait, vous aviez fait un article sur la caractérisation des plateformes, working paper, voilà exactement, qui est très bien fait, où il y a plein d'infos, donc voilà, je te renvoie. Il est sur HAL. Voilà. Agnès, vous voulez rajouter un mot ou... C'est pas une obligation non plus. Non, sur la partie, juste pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur l'open publication des data, je pense que ça serait intéressant de travailler justement ces plateformes qui soient celles de publication des data dont on parlait tout à l'heure sur toutes les législations qui arrivent au niveau européen ou au niveau française. Voilà. Je crois qu'on va conclure la table ronde. Merci beaucoup. Donc, on arrive au bout de 3 jours de colloques qui ont été riches. Ça recommencera pour une prochaine édition du RIOD sur un thème qui est durer ou s'effondrer, changer ou s'effondrer. Donc, voilà Stéphane, merci. Et ça sera chez un laboratoire ami du CEPN, qui est le CLERC, entre autres, à Lille. Voilà, donc on vous donne rendez-vous à Lille pour la 18e édition du congrès RIOD sur changer ou s'effondrer. Merci à tous.